Je suis content que vous soyez là. Les sujets que je propose depuis que je suis passé dans l'accessibilité, ça attire moins de monde. C'est dommage. Alors pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le titre? Ça avait l'air bien. Ah, c'est comme moi, vous êtes venus juste pour moi. Alors je vais essayer de ne pas vous décevoir. Alors j'ai regardé le programme, apparemment 120 minutes, c'est pas tout le monde qui a 120 minutes. Donc ça fait un peu long. Ah, il y a la caméra, je ne peux pas bouger. Pas d'effet de scène, donc je vais faire le truc d'université. Ça y est, c'est le summum de ma carrière, c'était ma dernière conférence. Je viens vous présenter quelque chose que je développe encore, que j'ai mis 2 ans à développer, mais qui du coup, comme j'ai travaillé dans l'administration pendant 2 ans, en fait, j'ai découvert l'administration, je connaissais l'accessibilité, je me suis mis à l'accessibilité, donc je vais vous expliquer après ce que c'est. Je vais vous présenter ça. Et je suis déjà un personnage pas forcément simple à comprendre. Je fais des conférences parfois un petit peu pas évidentes. J'ai une pensée non linéaire, donc parfois je passe du global au spécifique sans forcément de lien dans le cerveau des gens. Donc vous allez voir, on va faire un petit peu de choses très théoriques comme des choses très spécifiques. Dans la deuxième partie, je vais essayer de pas vous montrer du code, mais vous montrer l'outil, comment on s'en sert. Pour que ce soit un petit peu sympa, on va voir comment ça marche Hugo, qui est une technologie hyper cool, parce que je sais qu'il y a pas mal de devs dans cette conférence, mais par contre, avant, je vais vous présenter quand même un contexte assez large sur la France et l'état du climat. Donc je vais essayer de vous faire passer 2 idées. Il y a une première idée qui est que la transition écologique, alors grâce au numérique ou pas grâce au numérique, en fait, ça va être tendu. Voire pas possible. Et puis une deuxième idée, c'est qu'il va falloir peut-être réfléchir à ce qu'on fait avec le numérique, se réorganiser. Peut-être on aura besoin de référents numérique responsable ou référents accessibilité, comme le propose la loi, par exemple, désigner un référent accessibilité. Et donc l'univers risque d'être contraint, et donc dans cet univers contraint, on va devoir repenser autrement les choses. Donc est-ce que le numérique est responsable? Donc tout en numérique, on met numérique et responsable en même temps. C'est dommage, c'est un tout petit, il m'a pas fait très bien l'échelle, c'est pas très grave. Alors, si vous voyez le graphique ici, c'est les températures. Alors, parfois, on voit vous voyez le schéma avec les bandes, juste les bandes. Là, on voit les températures, je crois, depuis 1850. La partie rouge, c'est la partie qui est le plus proche de nous. Donc, la question dans l'augmentation des températures, aujourd'hui, c'est de savoir si la partie rouge, c'est une partie linéaire ou alors un peu comme le Covid, ce serait le démarrage d'une exponentielle. Donc à ce moment-là, ça commencerait à devenir un petit peu compliqué. Alors c'est vrai que ça va devenir très très compliqué d'atteindre par exemple les accords de Paris, connaissant les prévisions en fait, de construction d'usines, de production électrique à base de charbon. Là vous avez 3 courbes. Donc la courbe idéale c'est la bleue. La courbe qu'on aimerait avoir c'est peut-être la rouge. Et la courbe sur laquelle on est engagé c'est la grise. Donc le différentiel, l'espace, le volume, la surface qui est entre les lignes, c'est les émissions en plus qu'il y aura pour 2050 ou voire 2080, si tant est qu'on on change les méthodes de production, on décarbone l'électricité d'ici là. Alors sachant que même si on ne produisait rien aujourd'hui, qu'on servait des infrastructures existantes, ce serait déjà difficile. Alors, responsable, c'est dommage, là c'est un peu petit. Alors on va peut-être faire la responsabilité, elle est un peu là, c'est-à-dire que nous, il a fait chaud la semaine dernière, il fait chaud cette semaine, mais pas pour vous, pas pour l'ouest de la France. Mais là, il fait chaud en Europe centrale. C'est qu'il y a des enfants, des gens qui vont suivre. Pour les gens qui sont plus vieux, on sait que eux, ils vont pas subir beaucoup de canicules. Nous, on va en subir. Par contre, pour des personnes qui ont moins de 10 ans aujourd'hui, il y a des chances que en 2091, elles soient à plus 3 degrés ou plus, et donc elles subissent ça. Donc on a, est-ce que c'est ça la responsabilité? En tout cas, on a peut-être une responsabilité face à ça. Sachant que le numérique aujourd'hui pose question parce qu'il est censé nous apporter plein de choses. Design des services numériques, c'est la DINUM, la direction interministérielle du numérique, pour laquelle j'ai travaillé, qui est une direction donc interministérielle, qui n'est pas un ministère à proprement dit, qui est au service du Premier ministre et qui essaye de suivre et d'aider les administrations
principalement les ministères, à améliorer leur taux de conformité et accessibilité, quoi. Elle travaille aussi sur d'autres choses, sur le RGSN, des choses comme ça. Et donc là, c'est des résultats d'un rapport de l'INSEE qui montre que, en termes d'utilisateurs, c'est-à-dire quand on numérise une démarche pour les administrés, il y a une personne sur 3 qui n'arrive pas à avoir une relation sereine avec l'État, avec l'administration, on va dire. L'administration et l'État, c'est différent. Donc ça veut dire qu'on numérise en espérant faire pas mal de gains. Le truc, c'est qu'en cours de route, en fait, on perd des gens et du coup, on est obligé de mettre des maisons France Service, on est obligé de rajouter plein de choses en plus pour que des personnes qui arrivaient très bien à remplir leur fiche d'impôt en document papier se fassent aider aujourd'hui. Donc là, vous allez dans des villes, il y a tout, les bibliothèques le font, les assos le font, les mairies le font. Donc on prend plein de gens qui aident d'autres personnes pour produire rien, en fait, finalement. Elles pourraient faire autre chose et traiter d'autres soucis, quoi. Alors, les ressources précieuses. Donc, pour information, j'ai fait une série d'articles sur mon blog pour préparer cette conférence. Donc, si vous voulez plus en détail les fruits de ma pensée, vous pouvez y aller. Quand on parle de numérique responsable, enfin de numérique, en tout cas d'impact du numérique, on trouve des rapports comme celui de Green IT de septembre 2019, qui a été publié en tout cas en septembre 2019, et on se rend compte qu'on ne peut pas tout mettre dans un même panier en disant voilà, on pollue la planète avec un chiffre comme ça qu'on mettrait sur un tableau de bord. Non, il y a plusieurs types d'impacts sur la planète. On en a normalement retenu 3 en rajoutant un petit peu la consommation d'électricité. Donc on sépare entre consommation d'énergie primaire, l'émission de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau. Donc ce sont 3 choses différentes. Donc par exemple, vous retrouvez dans des études d'impact le potentiel d'épuisement des ressources abiotiques. Donc on a normalement les minéraux, l'air, etc. Les gaz à effet de serre, donc l'équivalent CO2. L'équivalent CO2, c'est vachement bien pour mettre tout sur une même ligne et faire des calculs et des comparaisons. En revanche, tous les gaz n'ont pas le même potentiel de réchauffement. Donc en fait, ça veut tout, c'est pratique et en même temps, ça a plein de défauts. Et la consommation en ressources énergétiques, donc renouvelables et renouvelables. Donc on retrouve ça, on peut faire des abacs, on fait des calculs, on fait son bilan carbone à partir de ça. C'est comme ça qu'on calcule. Alors moi, je vais m'intéresser à l'eau parce qu'en fait, on s'y intéresse très peu. Et dans les milieux de l'informatique, on est là, on s'intéresse à la production d'énergie avec le nucléaire, avec des centrales à charbon. On s'intéresse un petit peu aux minéraux et on ne parle pas de l'eau. On ne parle pas de l'eau, d'autant plus qu'à l'école, on n'en parle pas tant que ça. Et nous, on se rappelle quoi du cycle de l'eau. Donc, quand on dit cycle de l'eau sur Twitter, les gens comprennent l'eau, elle tombe du nuage, elle va sur la montagne, ça descend dans la rivière et ça va dans l'eau. Ça, c'est le cycle de l'eau. Sauf qu'il y a l'eau apparente, c'est plus ou moins ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle, je crois que les scientifiques appellent ça l'eau verte, l'eau invisible. Donc il y a le fonctionnement des nappes phréatiques. Des nappes phréatiques, il y en a de tout type, ça dépend du sol sur lequel vous êtes, en tout cas le sol dans lequel l'eau s'infiltre. Donc globalement, une nappe phréatique, vous avez de l'eau qui va ruisseler sur une ligne de partage, on va dire, et qui va rentrer dans le sol. Donc en fonction de la nature du sol, ça va être soit des cavités, soit ça va être de la terre, etc. Donc ça va faire une nappe phréatique. Elle va prendre toute la montagne, en tout cas, enfin elle va prendre tout l'espace nivelé, on va dire, la pente. Et puis on va essayer de faire un captage tout en bas, et on va récupérer de l'eau. Alors, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que parfois, on a l'impression qu'il y a toujours de l'eau, parce qu'en fait, on la capte en bas, et en bas, il y a toujours de l'eau. Vous avez des éleveurs de maïs, il y a toujours de l'eau. Parce qu'en fait, ils captent en bas. Sauf qu'en haut, il y a beaucoup moins d'eau. Donc, la question qu'on a eue, et qu'on a cette année, comme on a eu en 2019, moins l'année dernière, en 2011, etc., et depuis de nombreuses années, c'est la sécheresse. Que se passe-t-il quand on n'a plus d'eau? Donc, c'est pas si simple que ça. Et donc, quand on dit épuisement des ressources en eau douce, eh bien, on parle de ça. Et donc, c'est pas si facile de gérer une nappe phréatique, d'autant plus qu'en fait, souvent, on va capter en bas, et puis, en fait, au-dessus, il va y avoir des infiltrations. Infiltration de liquide, éventuellement d'huile minérale qui vont provenir des moteurs, qui vont venir de choses que vous avez d'un côté, de maisons avec des réseaux d'assainissement qui seront mal gérés. Vous allez avoir des pollutions d'usines. Et donc, vous allez avoir de la gestion de l'eau douce de la nappe phréatique, mais ce n'est pas pour autant que votre eau douce, elle est pure, sans intrants et sans problème pour la santé. D'autant plus que moins il y a d'eau dans une nappe phréatique, plus elle est concentrée en produits néfastes pour la santé. Donc il arrive un moment, un seuil, où en fait l'eau ne devient plus consommable, comme à Clermont-Ferrand la semaine dernière, il me semble. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'en fait elle est impropre à la consommation.
Et puis, quand on consomme de l'eau, en fait, alors c'est pas toujours comme ça, il y en a des plus modernes, en fait, on va assécher le sol au-dessus en allant taper dans la nappe. Et donc, en fait, en asséchant les sols, et en fait, c'est moins d'eau qu'il y a pour les plantes, mais c'est aussi éventuellement des fissures qui vont arriver sur les bâtiments, puisqu'en asséchant le sol, vous changez la nature du sol, et donc vous pouvez causer des problèmes extrêmement importants à cause de la sécheresse, qui vont être des maisons qui vont fissurer, des bâtiments qui vont fissurer, des trous qui vont apparaître. Donc, la gestion de l'eau est quand même hyper importante. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Alors, quand il y a beaucoup d'eau et qu'on partage l'eau, tout va bien. Il y a une nappe phréatique, l'eau s'écoule, on va schématiser, on va avoir des usines, des fermes, la ville, les gens, nous, quoi. Donc, l'agriculture, on pompe dans la nappe, quoi. Seulement, quand il y a moins d'eau, et c'est un petit peu compliqué, d'autant pour les data centers, par exemple, plus il fait chaud, plus ils ont besoin de puiser en eau. C'est-à-dire qu'un data center est très optimisé en consommation d'électricité, en refroidissement, sauf quand il fait très chaud. Donc là, aux États-Unis, ça fait plusieurs années qu'en Californie, un pays dans lequel il y a beaucoup de data centers, il n'y en a pas qu'en Californie, vous avez une pas sécheresse en fait, ça s'appelle ça méga sécheresse. C'est en fait vraiment une baisse drastique des niveaux d'eau. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour les data centers ? Donc il fait plus chaud, donc ils ont besoin d'encore plus d'eau, et il y a moins d'eau. Et on se retrouve en plus dans une situation dans laquelle il y a certains data centers, c'est vraiment critique, soit ils mettent plein d'eau, soit en fait ils s'arrêtent, quoi. Donc est-ce qu'on privilégie les data centers ou non ? Sachant que ça, c'est les températures de cette semaine. Donc nous, on a fait le mois dernier une canicule, plus ou moins, une vague de chaleur. Ce mois-ci, une vague de chaleur. Là, tout va bien. Il fait beau, il pleut. Sauf qu'en fait, la vague de chaleur, elle n'est pas chez nous. Donc il y avait une troisième vague de chaleur en 2 mois. Donc cette année, elle est extrêmement chaude. Il y a eu une anomalie de 40 degrés en Antarctique, de 30 degrés en Arctique, ce qui fait qu'en fait ça fond et là il fait 10 degrés au Mont Blanc. C'est-à-dire qu'on bat les records saisonniers d'une valeur extrêmement importante. La vague de chaleur la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'était 12 degrés d'anomalie. Alors par rapport, ils ont changé hier la date de référence, donc c'était par rapport à la référence 81-2000 je crois, et là on est passé en référence 2020. Donc en fait, il fait très chaud. Donc là, on se retrouve vraiment avec des problèmes d'assèchement du sol, de ressources en eau. Donc là, la transition écologique, bon. Et quand il n'y a plus d'eau, ce qui se passe aux États-Unis, on a des articles. En fait, les gros data centers gérés par Google, Microsoft, ils ont fait des accords avec les counties, plus ou moins. Hein, c'est l'équivalent peut-être des cantons ici. Enfin, c'est pas structuré pareil là-bas. Dans lequel, en fait, c'est des accords secrets. Dans lequel, en fait, ils ont gagner le droit d'être prioritaire. Donc en fait, les data centers aux États-Unis, on ne sait pas, mais on pense, ne révèlent pas, c'est secret, c'est qu'on ne sait pas combien ils consomment, pas forcément dans quelle nappe non plus, et on ne sait pas en fait ce qui se passe s'il n'y a plus d'eau. C'est si on met l'eau pour la biodiversité, pour l'agriculture ou pour les data centers. Donc là, vu comme on investit tous sur les data centers et sur les grosses boîtes et que c'est elles qui ont l'argent, on a des chances en fait que s'il fasse très chaud, on va refroidir nos données pour nos téléphones et on ne va pas gérer l'eau pour la nourriture. Voilà. Donc c'est possible que ça se passe comme ça aux États-Unis. On va peut-être laisser un petit peu d'eau pour les citoyens. C'est pas sûr. En tout cas, c'est comme ça que ça risque de se passer. Et puis quand il fait très chaud, il y a des articles sur les États-Unis encore qui sont arrivés. Les data centers ont tout prévu. Ils sont hyper optimisés. Ils consomment très très peu. Par contre, s'il fait très très chaud, ils ont des générateurs électriques au fioul, pas du tout polluants, qui, s'il fait très chaud, vont pouvoir aussi, avec l'eau, conserver la température des serveurs et permettre qu'il n'y ait pas de perte de données et qu'on puisse faire du Twitter à gogo, quoi. Et donc ça, c'est vachement bien. Donc vous voyez, il y a un effet seuil qui fait que c'est la nature, le climat, c'est des effets seuil dans lesquels on fait ça va jusqu'à un certain moment, puis quand on passe un certain degré, donc là, par exemple, 42 degrés, vous avez 42 degrés, non, on les a pas eu. Moi, j'habite à Bourg-en-Bresse. Et bam, on passe dans les effets de seuil. Et là, on peut avoir des effets qu'on a du mal à rattraper, quoi. Donc, les matières premières. Si on veut voir les matières premières, donc là, je vous fais des choses que vous connaissez déjà.
les matériaux qu'on récupère dans la Terre ne sont pas forcément chez nous, par exemple. Ils sont dans certains pays, parfois des pays pauvres, parfois des pays lointains, comme l'Australie, etc. Il y a des terres rares qui ne sont pas rares, mais à savoir comment nous on les récupère. Donc on est quand même dépendant de ces pays-là. Et puis un téléphone portable d'aujourd'hui, un smartphone, contrairement à un téléphone des années d'il y a 10 ans, 15 ans, a un nombre de matériaux qui est extrêmement important. Et donc plus vous avez de matériaux différents, plus si vous êtes en pénurie sur un des matériaux, en fait vous risquez de ne plus pouvoir construire votre smartphone, votre appareil électronique. Ce qui est arrivé et ce qui arrive aujourd'hui à des constructeurs automobiles qui ont tout digitalisé. Vous voyez dans les pubs, il y a des superbes écrans, tableaux de bord avec des chiffres qui apparaissent. En fait, ça va être pour les riches s'ils arrivent à attendre pour que la voiture arrive. Pour les pauvres, on a remis des compteurs aiguilles. Sinon, en fait, la ligne de production, elle était, si on fait bien du Kanban, est arrêtée. Donc en fait, on est obligé de changer et de reproduire des choses en local si jamais il y a des problèmes sur ces ressources-là. Et donc, par rapport à ça, ici en Europe, on réfléchit à des choses. Alors, ceux qui sont venus ici peut-être réfléchissent à des choses, même s'ils ne s'attendaient peut-être pas à cette introduction. Ceux qui sont peut-être dans la salle d'à côté, peut-être n'y réfléchissent pas, ou peut-être. Mais on se dit, c'est bon, on évolue. On va pouvoir faire, on a toute la méthode des ACV, on va faire des analyses de cycle de vie, et puis on va s'arranger pour que le produit qu'on construit, on le récupère et puis il soit totalement recyclé et qu'on puisse reproduire à l'infini des matériaux avec des usines, des centrales de production d'électricité décarbonées. En fait, il se révèle que ça, c'est très bien qu'on le fasse, mais il manque toujours un élément et on n'arrive pas à tout recycler, quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait du berceau au berceau très très bien en local sur notre territoire, mais en fait, en Afrique, en fait, ils récupèrent tout ce qu'on n'arrive pas à récupérer, ce qu'on ne recycle pas. Donc, c'est une grosse partie. On a vu la fresque du climat juste avant. Et donc, ces choses-là sont envoyées sur des territoires. Et donc, on revient à l'eau, puisqu'en fait, pour séparer les matériaux, ils brûlent en fait une partie de ce qu'on leur envoie. Et pour récupérer, par exemple, un fil de cuivre, on va enlever la couche de plastique dessus. Et en fait, tout ça, ça va tomber dans les nappes phréatiques. Donc il y a plein de matières, de produits, comme du mercure qui va dans les nappes phréatiques, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont plus d'eau douce, alors qu'ils en avaient. Enfin, même s'ils ont un volume d'eau douce, en fait, il est imbuvable. Et ce qui fait que les populations migrent. Donc, en fait, on a vraiment un souci d'eau douce sur lequel réfléchir. Et ça, d'autant plus qu'il est prévu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'IEA, c'est un organisme international. C'est l'agence de l'énergie internationale, donc mondialement reconnue. Ils avaient fait des propositions d'ailleurs après la guerre en Ukraine en disant qu'il fallait réduire plein de trucs. J'ai pas vu beaucoup d'actions appliquées. Ils proposaient un truc sympa, c'était d'arrêter les voitures dans les métropoles le week-end. Je trouvais que c'était faisable et plutôt agréable, on aurait pu discuter. Et l'IEA prévoit que d'ici 2040, si on veut faire la transition écologique, il va falloir extraire 6 fois plus de matériaux dans le sol. Donc ça fait beaucoup. Donc, on va avoir du mal à faire cette fameuse transition, quoi. C'est beau. Allez, j'arrête de vous embêter un peu avec l'état du monde. L'idée, c'était de vous montrer qu'on arrive à des limites quand même, vu les températures qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il faut dégager, construire, et ce qu'on a de disponible. Le numérique vers plus mondial, qui développe le commerce, etc., ça semble atteindre une certaine limite. Donc si jamais on avait décidé de verdir le numérique, j'ai fait une conf il y a 2 ans, je suis hyper précurseur. On pourrait appliquer 4 facteurs pour le facteur 4. J'adore mon titre. Il fait pas tellement, il manque un S à facteur à la fin. Le facteur 4, c'est en 1990, ils ont dit qu'il faudrait qu'on réduise par 4 les émissions de carbone par rapport aux émissions de carbone de 1990. Donc ça, c'est l'objectif dans lequel sont engagés les pays. Après, ils ont fait l'accord de Paris, donc vous imaginez, c'est pas réduire les émissions de carbone par rapport à aujourd'hui par 4, non, c'est celle de 1990. Donc vous voyez bien qu'on en est loin, donc ça c'était pour le titre.
Aujourd'hui, si vous voulez vous engager dans une démarche de verdissement du numérique ou de voir comment changer le numérique, il faut savoir, alors moi je travaille pour l'administration, pour les entreprises c'est pareil, vous avez toujours les projets qu'on commence de zéro, on aimerait bien qu'ils commencent bien, on sait quand on commence bien, il y a la bonne équipe, parfois ça se passe bien, puis les projets de refonte, les projets historiques. Là c'est plus cher de faire que ça marche bien. Donc il y a des actions, on va dire, de correction par rapport à un existant, et puis il y a des actions qui vont être de production ou de création. Donc, on va essayer de limiter notre consommation en facteurs. On va essayer de supprimer l'inutile, par exemple dans le code, en disant cette fonctionnalité, elle sert à rien. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Jerry McGovern qui parle de top task, c'est un Irlandais, il fait des conférences sur le problème, il a écrit des livres sur en anglais e-waste, donc les déchets électroniques. Donc c'est à peu près 3 articles par jour qui vous met la patate. On ne sait pas si les sources sont toutes justes, mais voilà, il relaye au moins ce qui existe. Après, il faut les croiser. Donc, il parle donc, on sait que dans le code ou dans votre base de code, vous avez des choses qu'il faut maintenir alors qu'elles ne servent pas forcément à grand-chose. Donc ça, il faut savoir limiter. Donc c'est ce qu'on peut faire aussi en accessibilité en numérique responsable. Et puis après, si vous partez de pas grand-chose, enfin de zéro, on va dire, pas forcément de zéro, si vous ne récupérez pas quelque chose de préexistant, vous pouvez déjà choisir la bonne techno, la techno la plus légère, enfin en tout cas adapter à votre projet et pas se dire bon alors moi j'ai une belle techno que j'ai bien envie d'essayer, c'est quoi le projet? Et enfin il faut remettre un petit peu la charrue avant les bœufs. C'est bon, je ne me suis pas trompé. Il y a un petit zoom. Et puis, il y a concevoir de façon responsable. Donc là, on aurait pu faire les 4 facteurs si on était il y a 10 ans peut-être. Mais là, aujourd'hui, vu l'état de situation climatique de la planète, en fait, il faudrait mieux déjà être dans la première et commencer à vraiment se poser les questions de l'éco-conception et d'utiliser des outils numériques ou des systèmes numériques qui ont le plus faible impact. D'autant plus que c'est difficile. Donc ça, c'est un graphique tiré d'un article écrit cette semaine ou la semaine dernière par Gauthier Roussy, notre gourou des études d'impact dans le numérique responsable. Donc je lui ai piqué le graphique, il y a le lien de l'article en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance avec les études qu'on a aujourd'hui à toujours dire regardez l'état du numérique, la consommation du numérique par rapport à l'aviation. Regardez la consommation du numérique par rapport à l'automobile. Par rapport à autre chose. C'est 3%. Sauf que le numérique, ce n'est pas un truc à part, en fait. Donc souvent, on dit, oui, le data center, les réseaux, ça ne consomme pas grand-chose, donc faites les efforts à côté et puis on verra. Mais oui, mais le numérique, il est intégré, en fait, dans tous les services qu'on est en train de faire. Quand on crée des voitures, des autoroutes, finalement, on crée un réseau d'avions. En fait, il y a de l'électronique partout. Si on améliore la gestion du nombre d'avions qu'on est capable de mettre dans le ciel, on aura plus d'avions. Et ça, c'est grâce au numérique, c'est grâce au programme, au calcul qu'on peut faire, c'est grâce à des data centers ou des données qui sont persistantes et qui vont pouvoir rester. Donc plus on crée de numérique, plus les autres secteurs, le transport, l'agriculture, éventuellement, vont dépenser de plus en plus d'énergie. Donc c'est difficile de dire « Ah, on va réduire l'impact du numérique, je vais prendre mon smartphone, je vais le réparer, et waouh, ça va marcher ». Non, en fait, c'est pas forcément comme ça que peut-être il faudrait penser. Donc on est en train, et c'est tout jeune, en train de se poser la question de savoir, en tout cas moi je me pose la question de savoir si le numérique n'est pas un facteur d'intensification. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ça va, en bac, j'ai 3 gigas de données, c'est-à-dire j'ai 3 CD-ROM pour faire 3 pages, une application avec 3 pages, mais je me suis bien amusé. Oui, mais en fait, c'est pas si grave. Donc sur Twitter, j'aime bien m'engueuler avec les gens, je passe un peu pour le mec pas sympa, mais quelque part de se spécialiser en fait dans toutes ces techniques, c'est-à-dire comme continuer à construire des maisons en parpaing alors qu'on peut en construire en paille et en structure bois, qui sont des bâtiments qu'on met le feu et il n'y en a plus, alors que des bâtiments en parpaing, on prend du sable et le sable c'est fini, il n'est pas réutilisable. Il faut se poser la question du facteur d'intensification. Donc ça c'est tout jeune, en tout cas c'est pour vous dire que le numérique, peut-être faut y réfléchir autrement. Dans les questions de complexité, il y a ces graphiques que j'ai piqués, c'est pas moi qui l'ai inventé, bien sûr. J'invente rien, je ne fais que du recycle. Je suis pas mal en fait, je recycle des trucs. Donc vous avez un facteur de viabilité dans lequel on peut placer un système technique. Tout système technique a
Voilà, peut-être placé dans. Est-ce que s'il est trop divers, en fait, ça coûte très très cher à maintenir. Et puis, s'il est trop simple, en fait, il répond pas à beaucoup de besoins. Du coup, il n'est pas très efficient, quoi. Donc, il y a des fenêtres comme ça et des graphiques comme ça. Ça sert souvent à gérer tout ce qui est risque ou, par exemple, sécurité dans le web ou dans l'informatique. On a beaucoup de conférences sur ces sujets-là, parce que plus un système est complexe, plus il y aura de portes d'entrée, et donc plus votre système sera vulnérable. Donc, quand vous faites éventuellement de la RGPD pour sauvegarder la donnée des gens ou de la sécurité informatique, vous préférez en fait avoir un site où il n'y a pas de porte d'entrée, comme ça votre système sera sécurisé. Donc, quand on parle de ces sujets-là, dans lesquels on est en train de dériver un petit peu vers la low-tech, pour ceux que ça titillerait, en fait, sont des sujets qui sont en fait qui deviennent de plus en plus importants pour les structures. Moi, je dis organismes, parce que je travaille pour l'État, donc on dit organisme, donc entreprise, administration ou ce que vous voulez. Et donc la complexité aujourd'hui, on est quand même bien dedans. Je ne sais pas si vous connaissez Hubert S, c'est quelqu'un de très connu, qui a fait beaucoup de conférences, et il a posté ça sur un Slack il y a 3 jours en disant, en fait, moi, je suis expert du web. Il ne l'a pas vraiment dit en disant non, mais moi, je ne suis pas un expert, je ne connais pas grand-chose. En disant, moi, je n'y comprends plus rien là. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui font du front ou pas du front, parce qu'aujourd'hui, on utilise des systèmes en React, JS hyper complexes. Les gens sont perdus. On essaye que ça le consomme le moins possible, ce soit le plus performant possible, sans forcément faire de l'éco-conception. Et il y a tellement de choses qui arrivent que on est un peu perdu. Et puis, ça, vous avez Jason. Je vais dire son nom, Lengstorff. On dit comme ça, très chez Netlify, je ne sais pas si vous connaissez. Ça va. Ils ont bien fait leur trou. Au début, ils faisaient que du gestionnaire de sites statiques, puis après, ils se sont rendus compte que les gens qui faisaient des sites de publication, ils n'avaient pas d'argent, donc ils se sont quand même mis à faire du Next.js et tout ça. Et en fait, on est en train d'arriver dans un truc où on se dit, on va décomplexifier quand même, les amis. Donc, on va arrêter de servir un gros framework JS en front. Déjà, c'est pas rapide, déjà, c'est complexe à faire et personne ne sait optimiser. Et puis, on va utiliser des toutes nouvelles techniques aujourd'hui qui sont utilisées. Vous voyez en 5 le edge computing, avec l'idée qu'en front, quand on charge la page, on ne charge aucun JS, comme avec un site statique, comme ce qu'on faisait il y a 15 ans ou 20 ans. Et puis, on va appeler le JS au cas par cas, sur un serveur. Je ne vais pas vous expliquer. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était le point 2. Parce que moi, j'ai été formé au Progressive Enhancement, amélioration progressive. C'est normalement tout ce que devrait savoir un développeur front, mais ça, vous ne le voyez jamais sur aucune offre d'embauche. Donc, petite précision, moi, j'ai une formation d'autodidacte, plus ou moins, d'intégrateur HTML, métier qui a disparu. Et quand vous faites des audits d'accessibilité, que le site a un très mauvais score d'accessibilité, vous pouvez regarder l'équipe, et en fait, c'est qu'il n'y a pas d'intégrateur HTML dans l'équipe. Tout simplement, donc il y a un problème de ressources, c'est pas forcément un problème d'accessibilité. Et un intégrateur, pour faire de la vraie amélioration progressive, en fait, il faut faire du HTML, CSS quasiment toute la journée, pendant 5 ans. Donc quand on est dev front et qu'on fait aussi le HTML et le JS, en fait, on n'apprend pas à faire de l'amélioration progressive, une accessibilité. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour vous montrer qui j'étais et qu'on est en train de revenir, en fait, finalement, à plus de simplicité. Et on va rentrer un petit peu dans le projet, là, vous êtes content, vous vous réveillez, vous vous dites c'est bon. Vous êtes réveillé, ça va? Ah, mais c'est salle d'amphi, non, ça vous dit pas, tiens, je me rappelle les cours. Putain, j'en ai vu un qui prépare un avion, là. Alors, donc, comme je voulais essayer de vous le dire, moi j'essaie de travailler. Alors moi je travaille, je réfléchis, je lis des articles toute la journée, je suis dans une communauté qu'on appelle Técologie, je mets des articles, je suis jamais content. Bon, quand on me rencontre, on voit que j'ai mis un marre des bières quand même. Et je m'intéresse à tout ce qui est low-tech, donc système, comme je suis ingénieur quand même de formation, je me dis, mais non, moi je fais le truc sérieusement, je fais un système qui dure très longtemps et qui consomme le moins d'énergie possible et qui peut être réparable. Et je fais donc, comme j'étais intégrateur, je me suis intéressé au gestionnaire de sites statiques et notamment GoHugo, et on va voir pourquoi il est intéressant, et qui pour moi est un outil low-tech. Voilà. Il n'y a pas trop de troll ici, low-tech et numérique, bon c'est vrai que on pourra en discuter, mais bon, quand même on arrive à en parler un petit peu, parce que c'est pas très low-tech le numérique. Donc un gestionnaire de site statique, c'est difficile à dire, donc on dit GSS parfois. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est?
qu'en fait, ça fait partie un peu comme le HTML. Vous savez, dans les écoles d'ingénieurs, dans les formations web, parfois on dit, bah tiens, le HTML, l'accessibilité, on est en mai, on va leur mettre 1 heure, on aura une demi-journée fin mai, et puis voilà, ça suffit. Non, c'est pas dur, on va leur apprendre 3 balises. Hein. Bon, bah, comme dans tout métier, il faut 10 ans en fait pour maîtriser le HTML. Hein. Il y a des écoles, il y a des façons de faire, voilà, il y a plein de discussions à avoir. Donc un gestionnaire de site statique, c'est vachement bien, ça prend des fichiers statiques en entrée. Donc ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de base de données. Donc, le gros avantage, c'est qu'entre votre dev, votre test, prod, c'est la même base de données. Il n'y a pas de, comme dans WordPress, de « ah mince, j'allais mettre de la configuration là-bas, je remets en prod, c'est compliqué ». Donc ça, c'est déjà simple. Comme toutes les données sont sur des fichiers texte, on les met sur un dépôt Git, hop, tout est sauvegardé, donc le projet, simple, si quelqu'un fait une connerie, on peut revenir, on fait un rollback, on est content. Donc on prend des fichiers statiques, qui peuvent être de tout ordre, généralement on prend quand même des fichiers au format ouvert, qu'on peut écrire à la main, qu'on peut écrire directement sur GitHub ou ailleurs, qu'on peut interpréter dans les logiciels, enfin dans les logiciels de rédaction par exemple. Donc les petits accolades, c'est pour le système de gabarit. On lance une commande, on fait tuto lance, et il prend tout ça, on a le système de gabarit, et il va générer d'autres fichiers. Et vous générez ce que vous voulez. Donc vous pouvez croiser des données. Alors on utilise principalement le Markdown. Le Markdown sert de base de données. Dans le Markdown, on a une sorte d'entête. Et dans l'entête, ça sert un petit peu de base de données. Donc c'est un peu une base de données sans relation des deux côtés. Là. C'est à un seul côté. Donc si on perd un point, en fait c'est foutu. Quoi. Il y a pas de... Mais généralement, ça suffit pour ce qu'on fait de la publication. Et donc avec un site, on va pouvoir utiliser de la donnée soit directement sur le dépôt, soit aller la chercher ailleurs avec un petit curl, fetch, je sais pas quoi. Les gestionnaires de site statiques le font. On va compiler de la donnée, on fait ce qu'on veut, on la mélange, tout ça, et puis on sort les fichiers qu'on veut, du HTML, du RSS, du RQML, du JSON, on sort des cartes, on sort du EPUB, etc. quoi. On peut tout mixer. Donc le gestionnaire de site statique, c'est un petit script qui est rajouté sur un dépôt de données, tout simplement, qui va gérer une réinterprétation de ce dépôt de données. Quoi. Alors Hugo, il est pas mal. C'est un exécutable. Vachement bien. Alors il a plein de défauts, Hugo. Il n'y en a quand même pas la communauté, le langage de template, etc. Bon, par exemple, alors dans les gestionnaires de site statique, au début il y avait Jekyll, pour ceux qui connaissent. Et puis Ruby, la lenteur de Ruby, la communauté... les défauts de jeunesse font que, et puis que c'était un peu lié à GitHub et que GitHub n'a pas mis de thunes, voilà, ça suffit pour GitHub. Quand vous faites un site GitHub, c'est Jekyll qui tourne derrière automatiquement. C'est un peu mort. Il y a d'autres gestionnaires aussi statiques qui sont arrivés, et dans le lot, il y en a, comme dans tout ce qui se passe dans l'open source, il y en a qui mangent tout, qui finissent avec 90% de part de marché. Donc GoGo est resté, et puis aujourd'hui, il y a Eleventy.js qui est en JS, et qui lui a retrouvé des utilisateurs qui s'est quand même un peu basé, les deux sont basés, plus Eleventy sur Jekyll pour être compatible avec tous les logiciels et services en ligne qui avaient été faits pour Jekyll. Et les gens qui faisaient du JS ont retrouvé leur petit, alors ils étaient contents. Voilà. Ce qui se passe avec GoHugo et Jekyll, on pouvait, mais il fallait coder en Ruby. Et GoHugo, on ne peut pas rajouter de plugin. On ne peut pas faire un truc à part, un truc à soi. Alors qu'avec Eleventy, on fait son petit truc JS, on télécharge son giga de données, et puis on fait son petit filtre comme on aime bien. Non, c'est très bien fait, Eleventy, mais c'est pour dire qu'en fait, les deux gestionnaires statiques ne sont pas faits pour les mêmes usages, donc il ne faut pas dire « Ah oui, cet outil, il est mieux, moi je ne jure que par ça ». Non, en fait, il faut voir que ce n'est pas fait pour la même chose. Alors l'avantage de GoHugo, c'est qu'on ne peut pas rajouter de plugin, ce qui fait que quand vous passez d'un projet en Hugo à un autre projet en Hugo, il n'y a pas qu'est-ce qu'il a voulu faire alors je vais réinstaller le truc, c'est pas la bonne version, ah merde, je suis en Node 17, il faut que je repasse en 14. Ah mince, en prod ça marche pas, il n'y a pas la bonne lib. Non, vous n'avez pas ça. En fait, vous avez juste un exécutable qui marche sur toutes les plateformes, Linux, macOS, Windows. Vous téléchargez l'exécutable, vous pouvez même juste le télécharger, vous cliquez dessus, vous pouvez ouvrir la ligne de commande et il se lance. Donc vous n'avez même pas le droit de droit administrateur, vous n'avez même pas besoin de droit administrateur. Et ça, dans l'administration publique, ça marque des points, non ? Je ne sais pas si vous avez géré l'administration publique. Ils ont tous des ordinateurs en Windows avec son droit administrateur. Quelques-uns en ont. Non, mais je ne pourrais pas l'installer, je n'ai pas les droits. Alors, il n'y a pas Go, je crois, sur Windows. Donc, il n'y a pas besoin de Go pour lancer Hugo. Mais on ne peut pas installer Node.
mettre à jour son node, tout ça. Donc c'est mort. Donc là, ça marche. Et puis il est hyper rapide. C'est fait en Go. Et en plus, les gens qui le développent s'arrangent pour que ce soit hyper rapide. Donc quand le contenu, il y a énormément de contenu et que ça évolue, en fait, ça poutre. Bon, moi, mon truc, il va lentement parce que je gère du CSV. Alors, vous imaginez, j'ai le CSV dans n'importe quel langage, c'est un peu lourd. Mais ça passe. Et puis, il rajoute tout le temps plein de fonctionnalités. Il y a énormément de développeurs et il y a pas mal de choses qui sont plus ou moins faites. Donc, c'est difficile de s'y mettre, de comprendre un petit peu le logiciel de template. Mais par contre, en fait, il y a toujours cette possibilité de réparabilité par exemple, moi, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, même s'il faut apprendre à lire le code, on peut le corriger pour que ça marche sans avoir une manière de coder qui est différente sur certains systèmes, avec une install sur sa machine, etc. etc. quoi. Donc là, GoHugo, on répond à cette question de simplicité pour ma problématique. Donc je faisais une petite... voilà, c'est pas fini. Et puis, pourquoi j'ai choisi Hugo? Parce qu'en fait, contrairement à d'autres gestionnaires de système statique, il a un système de thèmes. Et ça, c'est vachement bien. Donc... Comment ça marche le thème? En fait, moi j'ai mon dépôt avec le thème dedans, et les gens, ils ont juste le contenu sur leur dépôt à eux. On ne mélange pas la partie fonctionnelle que moi j'ai codée et la partie contenu. Ce que vous êtes obligé de faire avec un Eleventy. Il y a une pull request en cours pour savoir si on va pouvoir faire un système de thème avec Eleventy, mais là en fait tout est séparé. Donc l'idée, normalement, quand on fait du web, c'est de séparer, d'écrire une seule fois le code à un seul endroit, pas qu'on n'ait pas à corriger plein de fichiers. C'est de séparer dans la page web le CSS du HTML, donc les styles du contenu. C'est de séparer aussi la partie dynamique JS, que tout ne soit pas mélangé. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis après, ce qui est intéressant avec GoHugo, c'est que je sépare la partie contenu, qui est sur un dépôt, et on va pouvoir avoir un site qui va être généré. Donc on va générer des pages web, c'est ça que ça fait. Sans avoir accès à la partie fonctionnelle, elle ne sera jamais sur votre dépôt de code. Enfin, elle peut l'être, parce qu'il faut avoir Go, mais bref. Mais en tout cas, vous n'y touchez pas. Et avec le système de modules Go, je peux gérer des systèmes de versions, c'est-à-dire que je mets à jour par version en fonction des versions de tags sur GitHub. Et vous pouvez évoluer comme ça dans le système, et si ça ne marche pas, vous restez à votre niveau, etc. Donc il n'y a pas trop de soucis. Donc en fait, moi, dès que je fais des évolutions, tout le monde en profite. Ah, ça, c'est pratique. Donc normalement, je n'ai pas des gens qui me disent, à part quand je pète le truc, qui me disent voilà, j'ai des problèmes de mise à jour, etc. Eux, ils ne changent rien. Donc après, le système du Go, je vais vous montrer, c'est un système norvégien, je crois que c'était codé par un Danois. Et donc en fait, il y a une très très forte relation entre la manière dont sont structurés les templates et l'arborescence de contenu. Ce qui fait que c'est très rigide d'une certaine façon, mais assez pratique. Donc le chemin de vos templates, doit être le même que celui de vos contenus, et c'est ces templates-là qui vont être appliqués en fonction du nommage en fait de vos templates. Donc, il y a un truc comme ça. Donc, ce qui fait que c'est assez rigide, mais que du coup vous pouvez faire pas mal de trucs. Et donc, c'est vrai, des fois je me dis, mais j'ai fait un système un peu trop simple. Personne n'aurait fait ça. Si on avait dû faire ça dans l'administration publique, on aurait lancé un projet. J'ai fait sur mon temps libre, en fait. Plutôt que bosser, j'ai développé ça. C'était quand même haïtien, puisqu'en fait, ça me servait. Au bout de 4 mois, on m'avait dit, tiens, on ne sait pas vraiment quoi vous donner, même si on sait un peu. Donc, Bertrand, toi, tu vas gérer 20 démarches. Je vais gérer 20 démarches, c'est-à-dire qu'en fait, je vais auditer 20 démarches. Il manquait les audits d'accessibilité, donc je vais faire des audits d'accessibilité, on va voir ce que c'est. Et en fait, je me suis dit, mais si moi je dois gérer ça par mail avec des trucs et des Word et des Excel, je ne vais pas m'en sortir. J'ai dit, depuis moi, ça faisait 4 mois que je bossais sur le gestionnaire de statique pour mettre tout mon boulot. Moi, c'était un CDD, donc c'était un CDD court, donc je voulais rendre le truc nickel, mettre tout mon travail sur un dépôt et dire, regardez, on peut le structurer comme ça. Et donc là, je me suis dit, avec mon truc, c'est génial, je vais pouvoir gérer 20 démarches, je suis tranquille, j'envoie la page web, vous allez voir. Et puis, petit à petit, alors je vous ai mis un inventaire, et en fait, ce truc-là, ça vous permet en fait de gérer de la donnée sur des dépôts. Et la manière de le faire, c'est-à-dire de mettre du contenu sur un dépôt Git, en fait, aujourd'hui, c'est difficile quand vous parlez à des usagers. On a tendance à leur mettre des WordPress, à leur dire, tu cliques là, et puis débrouille-toi, quoi. Quand on fait du gestionnaire statique, il y a quand même un frein à l'entrée qui est qu'il faut former 1, 2, 3 jours les utilisateurs, pas se servir un peu de Git, savoir comment structurer la donnée. Mais quand les gens sont intelligents, en fait, ils disent, ouais, c'est cool, je m'y retrouve, je préfère à ton Word de... Enfin bref. Mais en tout cas, ce que vous faites, en fait, c'est que vous faites de l'inventaire.
C'est-à-dire que vous mettez de la donnée sur un dépôt et elle n'est pas perdue pour l'administration. On va revoir ça juste après. Et donc, ces systèmes de gestionnaire de sites statiques, c'est pas l'idée de dire ça va tout remplacer, on va remplacer toutes les applications par ça. Quand vous faites du gestionnaire de sites statiques, vous n'avez pas de système de connexion, même vous pourriez en rajouter un en JS par-dessus. Mais l'idée, c'est que ça gère à peu près 80% des usages, c'est-à-dire des sites statiques, on va dire. Et dans ces cas-là, c'est vachement utile. Vous avez donc un outil léger low-tech et ça peut vous permettre de gérer tout ce que produit une... je ne l'ai pas mis, je l'avais mis dans mon article, tout ce que produit une administration, de permettre que ce soit en ligne, archivé, gardé, et de le publier sous une autre forme. Je crois que c'était encore Jerry McGovern, qui écrit beaucoup d'articles, avait dit que 70% des données qui sont créées par une entreprise sont stockées sur les ordinateurs des agents, et une fois que les agents partent de l'entreprise, ces données sont détruites. Alors, est-ce que l'ensemble des informations stockées sur ces ordinateurs ont des raisons d'être gardées et pas détruites, je ne sais pas. Mais ça vous vient à l'esprit de vous dire, oui, ça se trouve, il y avait un chef de projet, il gérait tout sur sa machine, parce qu'il n'avait pas accès aux données, et puis il est parti, et puis... Ou alors, de toute façon, vous n'êtes même pas au courant de ce qu'il avait, donc vous ne vous posez pas la question, mais peut-être si vous aviez eu tout ce qu'il a fait, vous direz, ah ben ça avait déjà été fait, quoi. Ça a été pas mal. Les entreprises, et surtout les gens qui travaillent comme vous dans les domaines de l'informatique, vous êtes des transformateurs de données, vous prenez de la donnée, vous la transformez. Donc la gestion de la donnée, elle est hyper importante parce qu'en fait, il faut qu'elle soit à peu près juste, qu'elle soit bien remplie. Autre anecdote, pour la gestion de la transition écologique, on essaye de se dire on va avoir des objectifs climat. Alors pour avoir des objectifs climat, on prend dans une administration, une entreprise, on fait pareil des inventaires, et puis on crée un ERP ou un logiciel, 3 trucs connectés, et puis on dit aux agents remplissez-le, et puis après avec ces données-là on fait des réunions stratégiques et on dit regardez on a atteint les objectifs. Sauf que quand vous regardez les données, en fait les gens ne savent pas servir du système dans lequel il faut rentrer les données. Il y a 3 personnes qui les ont remplies, il y en a une qui les a bien remplies, et les 2 autres en fait ils ont rempli une fois sur leurs 18 projets. Donc en fait les décisions stratégiques de l'entreprise, voire de la France, sont des données qui remontent, qui sont refaites, recalculées, enfin remis au goût du jour pour les réunions entre décideurs, mais qui en fait sont basées sur du vent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de culture de la donnée numérique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne rend pas les gens autonomes là-dessus. Donc ça, c'était la question d'inventaire. J'arrête là-dessus. J'aurais d'autres choses à dire ou faire une autre conférence. Et là, on va passer à la partie qui vous intéresse. Le RGA. Alors pourquoi je vais vous parler du RGA ? Qui ne connaît pas le RGA ? Référentiel général, l'amélioration de l'accessibilité. Donc il y a eu un décret de 2005. Je vais vous mal le dire parce que je ne connais pas les trucs, mais je suis un esprit brouillon de fou, je ne retiens pas. Donc il y a eu un décret en 2005 sur l'accessibilité qui a dit bon allez, on vous laisse, les administrations, on vous laisse 15 ans. Vous avez le temps, vous travaillez avec vos ESN, CSS2I, tout ça. Dans 15 ans, tous les sites sont accessibles. Septembre 2021, quelque chose comme ça, quoi. Donc on est arrivé dans les administrations, on disait, vous savez que vous devez être accessible, mais pas en fait pour le mois dernier, en fait. Et puis il y a d'autres échéances, tout ça, machin, tout ça. Alors, l'accessibilité, pourquoi, comment ? Parce qu'on perd 30% des personnes, parce qu'en fait les démarches sont difficiles à réaliser. Donc l'accessibilité, c'est pas juste technique, hein, c'est aussi rendre un site lisible. Pour qu'un service soit efficient. Et puis en fait, pourquoi l'accessibilité ? Alors c'est arrivé au niveau de l'Europe. Elle est arrivée par-dessus par l'Europe et la France, elle est bien dans la mouise aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle s'y met. Parce qu'elle s'y était pas mise avant, parce qu'en fait, on se dit, oui, mais qui va payer l'amende ? On va payer le ministère, il va payer une amende à lui-même. Donc il n'a aucune raison de faire d'accessibilité. En plus, il n'y a aucune institution qui est là pour regarder si oui ou non les sites ils sont accessibles. Donc on ne le fait pas. Donc là, l'Europe arrive dessus. Pourquoi ça arrive et qu'il y a plein d'autres trucs qui passent pas ? Parce qu'en fait, ça passe dans les lois anti-discrimination. Puis ça, en fait, les lobbies, tout ça, là, ils laissent passer un peu. Et c'est vrai que l'accessibilité, en fait, c'est discriminant. C'est discriminant pour un certain nombre de personnes dans la population. Alors, les associations de non-voyants, tout ça, enfin de gens à personnes, mobilité réduite, tout ça, disent que c'est 10 millions de personnes en France. À voir, mais peu importe.
sachant que, en fait, au bout d'un moment, au bout de 50 ans, à 50 ans, on a des problèmes cognitifs qui arrivent, donc on va tous y arriver, des problèmes de vue, on a beaucoup plus de mal à réaliser les démarches, où on oublie un truc, où on est coincé, où on ne comprend pas un mail, où le truc il est mal fait, et qui fait que nous aussi, on est bloqué dans nos démarches. Donc moi, j'écris toujours à l'URSSAF ou des trucs comme ça, j'ai dit, oui, en tant que spécialiste du web, je peux vous dire que votre site ne marche pas. Donc tu vois, ils me répondent en me disant, ah, vous êtes spécialiste, donc c'est que vous devez vous y connaître. Donc c'est important l'accessibilité et on va en parler un peu plus de la contrainte légale. Donc, normalement, les sites, si vous travaillez pour l'État ou vous êtes dans l'État, tout site qui sort aujourd'hui doit être 100% conforme au RGA. Et tous les sites qui n'étaient pas doivent l'être, à part ceux qu'on commençait à être développés entre-temps parce qu'on vous laisse le temps de refaire le truc. Donc, pour l'instant, on regarde les sites web, on ne regarde pas encore les applications. Au ministère des Finances, il y a 8000 applications, 2000, je ne sais plus, un truc de fou. On s'en occupe de 10. Donc la DINUM a fait un observatoire pour regarder. On va s'intéresser aux 250 sites prioritaires. Et donc au final, mon Chalin l'avait dit, on va arriver à 80% en 2 ans, ne vous inquiétez pas. Bon, au bout de 2 ans, c'est 4%. Bon, c'était pas loin. Bon, c'est difficile d'avoir 100%, de toute façon, je vous le dis, il faut quand même l'avouer, mais on aurait quand même pu faire mieux que 4% ou avec des taux si faibles. Il fallait démarrer il y a peut-être 16 ans. Donc la contrainte légale, donc c'est pour vous dire que le RGA, c'est un référentiel un peu officiel qui est assez bien foutu. Donc il demande d'être 100% conforme. Donc ils ont fait un référentiel avec des critères, on va voir ce que c'est. Il y a 106 critères. Donc c'est un périmètre défini. Et le niveau n'est pas forcément... C'est pas parce que vous êtes 100% conforme que le site est accessible. Normalement, il y a des gens qui disent, une fois que vous êtes 100% conforme, ça y est, enfin, on va pouvoir commencer l'accessibilité. C'est un peu vrai. Là, on est au niveau AA. En fait, il y en a qui se disent, oui, mais il y a aussi le WCAG, donc les WCAG américains, qui sont les guidelines pour l'accessibilité. Et en fait, ce n'est pas antinomique, les deux. Le RGA est une méthode pour tester les sites. Les WCAG sont juste des tests à réaliser. Pour réaliser des tests, il n'y a pas de contexte dans les WCAG, on peut en réaliser plein. Donc certains cas ils sont bons, certains cas ils ne sont pas bons. Le RGA lui donne une méthode, et les méthodes sont des critères qui se basent sur les WCAG. Donc, si vous faites le RGA, c'est bon, vous n'avez pas besoin de faire les WCAG, et de toute façon faire les WCAG, ça ne sert à rien. S'intéresser au test du WCAG, ça peut être utile si vous avez envie de regarder, mais vous ne dites pas, oh là, je ne vais pas faire. Ils ne se mettent pas d'accord. Non, tout le monde est d'accord dans l'accessibilité. Donc si vous n'êtes pas 100% conforme, il y a un risque juridique, donc ça serait bien qu'on le fasse dans l'éco-conception par exemple, ou ça existe déjà un petit peu dans le RGPD, ça pourrait exister un petit peu dans d'autres domaines. Il faut faire de la transparence, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire une déclaration. Donc si vous regardez sur les sites des administrations, vous allez voir tout en bas, il y a un double footer, ça dépend lequel vous appelez le footer, et en bas, c'est obligé qu'on marque qu'il y a une page accessibilité, et à côté, en parenthèse, conforme ou non conforme. Conforme, c'est 100%. À un moment donné, ils ont essayé de glisser un petit partiellement conforme. Ils se sont dit, bon, allez, 75, c'est bon, allez, c'est sympa. Pourquoi pas? Parce que 75, c'est bon, on aurait pu mettre 80, parce qu'au bout de 80, ça commence à être vraiment plus dur d'avoir 100%. Mais en tout cas, on est obligé d'être en transparence, c'est-à-dire de mettre une déclaration, vous allez voir en quoi c'est compliqué, pour dire à l'utilisateur, avant qu'il commence la démarche, est-ce que ça vaut le coup que je fasse la démarche si il y a une liste de 4 pages de choses inaccessibles? Donc, tout le monde n'a pas le même type d'accessibilité ou même problème d'accès à l'information, vous voyez? Donc, s'il va sur la déclaration d'accessibilité, en fonction de son handicap, il peut savoir si oui ou non, il va être bloqué ou pas bloqué, quelque part. Et dans cette déclaration, il y a la synthèse d'audit, il y a tout ce qui est normalement pas accessible, et il y a d'autres moyens de contacter l'administration. Parce que comme ça, si vous savez que vous allez être bloqué, vous avez un formulaire ou un mail ou un numéro de téléphone, et vous dites, donc je sais que je ne vais pas y arriver, donc comment je fais? Et donc vous pouvez y arriver et vous avez une assistance. Et avec un mail aussi vers le défenseur de droit. Donc ça, c'est la déclaration donc, à noter. Donc c'est pas loin de l'open data, parce qu'on va normalement, on doit mettre le lien vers la feuille d'audit. Et puis la planification, ça va vachement loin, le RGA. Les gens ils se sont arrêtés à juste l'audit. Et en fait, vous devez faire un plan, schéma pluriannuel qui a une durée de 3 ans, et avec à l'intérieur un plan annuel d'action qui a une durée d'1 an, dans lequel vous allez dire et déclarer toutes les actions que vous allez faire pour améliorer l'accessibilité. Ok, donc les organismes concernés, vous vous doutez, le droit public.
tous ceux qui sont apparentés droit public, et puis les très 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 grosses entreprises de 250 millions, donc des associations qui s'occupent d'accessibilité numérique, qui disent, bon, 250 millions, on le change. C'est 500 boîtes en France à peu près, je crois. Donc si un jour ça baisse, tout ça, puis que ça commence à devenir contraignant, ça va vous rattraper, hein, c'est 20 000 euros d'amende. Donc ça vaut le coup de démarrer aujourd'hui l'accessibilité. Et puis les engagements, voilà, ça c'est des exemples d'engagements que vous pouvez avoir dans le schéma pluriannuel. Donc ça peut toucher à des choses larges qui ne sont pas juste le métier du « et toi le dev, corrige-moi ce menu qui n'est pas accessible » et paf, on gagne 3 points de conformité. Non, en fait, il faut revoir toute la procédure d'achat, il faut revoir la relation dans les appels d'offres qu'on a avec les entreprises avec lesquelles on va travailler. Il faut revoir la formation des agents, comment on les embauche, comment on discute ensemble, parce que l'accessibilité, on va faire parfois dans l'UX, on va juste étudier le site web, comment on y accède, alors qu'en fait, il y a les agents qui s'occupent du site web au sein de l'administration, et puis parfois les gens qui ont un lien avec l'administration vont avoir d'autres types de relations avec cette administration, ils vont passer par le site web. Alors, il faut savoir que les bornes aussi interactives, par exemple, sont concernées par le RGA. Pour les applications, on n'a pas de référentiel, mais normalement, les bornes interactives doivent être accessibles aussi. Et donc, en fait, un parcours de quelqu'un qui aurait des difficultés à accéder avoir une bonne relation avec l'administration peut être multiple. Donc, en fait, la discussion autour de l'accessibilité, quand on fait le bout du bout, ce qui devrait être le démarrage, pour ceux qui ont fait la fraise du numérique ou qui ont fait des fresques, etc., donc par des usages, en fait, ça devrait être cette personne, quelle relation elle a avec l'administration. Et là, on devrait réfléchir à savoir ce qu'on code, comment on le code, où est-ce qu'il est hébergé, et là, on rajoute le RGPD, etc., etc. Donc le RGA, c'est pas mal foutu comme système. Je ne sais plus ce que veulent dire les étoiles. Ça va vouloir dire un truc, je ne sais plus, j'en ai oublié une. Bref. Parce qu'en fait, voilà, je vais vous dire, allez, hein, on va passer bientôt dans la deuxième partie. Ça va toujours? Ah, il reste 1 heure. Je suis bon là. Est-ce que ça vous a plu la première partie? Quels sont les retours? Ça va? Alors là, parce que j'ai fait large. Heureusement que j'ai 2 heures. Parce qu'en fait, bon, le contexte là que je vous ai présenté, j'y réfléchis en même temps que je codais. Hein, j'ai fait 2 ans de code sur ce que j'ai fait. Et j'ai construit tout l'appareil au-dessus, mais en fait, c'est vraiment englobant de savoir par où ça commence. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous allez voir, c'est que c'est en codant mon outil que j'ai compris le RGA. C'est ça le retour d'expérience que vous pouvez aussi avoir, c'est que finalement, en mettant dans une machine qui a évolué tout le temps, enfin un outil technique, on est toujours dépendant d'un outil technique, j'ai essayé d'en mettre un dans lequel on est le moins dépendant possible, qu'on puisse finalement, à un moment donné, en fonction de la structure de données qu'on a, supprimer mon outil et en mettre un autre, ou en mettre un autre en plus, par-dessus, il n'y a pas de problème. Le mien marche, on peut utiliser la même structure de données pour autre chose. Et en fait, c'est en faisant et en intégrant à chaque fois les contenus à l'avancée que j'ai compris aussi le RGA, et je me suis formé aussi en faisant ça. On y reviendra peut-être, mais il y a des trucs comme le calcul du taux de conformité. J'ai une question. Oui. La définition d'accessibilité. Alors c'est une bonne question parce qu'en fait l'accessibilité, c'est un mot qui est comme, qui est un peu comme un certain mot qui est très intéressant et qui est mensonger pour certains parce qu'en fait chacun va y voir parfois des choses différentes. Notamment, on va avoir cette notion d'accessibilité du bâtiment. On va dire c'est pour les handicapés, puisque l'accessibilité du bâtiment, c'est un panneau, c'est des toilettes plus grosses, c'est un bouton plus gros, donc c'est spécifiquement fait pour des personnes qui ont un problème, alors que là, l'accessibilité numérique, c'est un référentiel qui, en fait, résout les problèmes pour tout le monde. Parce qu'on a tous ces problèmes-là, et donc vous allez voir, je ne vais pas vous faire les critères du RGA, on s'en fout un peu, mais en accessibilité numérique, accessibilité, c'est en fait, parfois, alors je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser, mais on pourrait parfois utiliser un autre mot, mais en tout cas, ça englobe vraiment l'accès au contenu. Même l'accès pour les robots, l'accès pour le SEO, l'accès... et en fait, l'accessibilité numérique, je ne saurais pas le définir comme ça, mais en tout cas, en fait, il faut voir que c'est un peu en dehors que de l'accessibilité du bâtiment, mais qu'en fait,
moi je le vois quand même comme un point de départ en numérique responsable, quasiment, parce qu'il est déjà structuré dans plein de choses. Mais quand vous faites une partie de ce qu'il y a contenu, vous corrigez ce qu'il y a dans un référentiel RGA, vous êtes déjà dans le démarrage d'une démarche d'éco-conception. Alors d'éco-conception dans la mesure où en fait la manière la plus simple et la moins chère de résoudre des problèmes d'accessibilité, c'est de supprimer les éléments. Donc en fait, quand vous avez sur une page parfois, vous voyez une carte sur laquelle vous cliquez et en fait, vous voulez naviguer au clavier dans la carte, et qu'en fait les liens ils sont pourris et que en fait vous devez dire à chaque fois, quel lien vous êtes, c'est innavigable, etc. Vous dites, moi j'ai une solution. Donc ça baisse le taux de conformité de ces pages-là spécifiquement, même si on s'en fout. En tout cas, ça baisse le taux de conformité global. Et en fait, il y a une solution, c'est de supprimer cette carte qui ne sert à rien et on ne sait même pas si elle est regardée par les gens. Et en fait, on met ça pour mettre un petit peu d'animation. Donc l'accessibilité, c'est quelque part pour des développeurs une manière de bien, en fait, de faire correspondre ton code à comment marche un navigateur. L'action, c'est ça. Mais la finalité, c'est que tu rends le web autant que tu peux le moins irritant pour tes usagers. Sachant qu'il y a trop de cas pratiques entre la dimension des périphériques, en fonction de la langue des gens. Parce que les gens qui ont le plus de mal dans l'administration aujourd'hui, ce n'est pas les gens éduqués, c'est des gens, pas éduqués. Excusez-moi, je ne vais pas dire ça. Éduqués pour répondre à des démarches administratives, on va dire. Mais ça va être des gens qui sont parfois étrangers, qui ne parlent pas la langue, qui ont un périphérique, qui doivent partager avec quelqu'un, qui n'ont pas les bons documents, qui sont dans un poids trop lourd et on les empêche ils ne savent pas comment le compresser. Donc en fait, il y a un cas pratique tellement important qu'on essaie de recentrer sur une méthodologie pour des cas simples qui répondent à peu près à tout le monde et on va essayer de répondre à ça. Donc je ne vais pas te donner quelque chose de précis, mais en tout cas, moi quand j'essaie de faire des conférences, j'essaie aussi de présenter l'accessibilité comme autre chose, par exemple que regardez ce que c'est l'accessibilité, regardez, je vais vous montrer comment navigue un malvoyant. Ah oui, j'ai oublié un alt sur une image. Ouais, bon. Je ne dis pas que le alt n'est pas important, mais en fait, quand vous tirez le alt, vous dites, mais qui doit remplir le alt? C'est la personne qui remplit le contenu. Ah, mais attends, il faut les former. Le critère 1.3, je crois, c'est est-ce que le critère, le alt est pertinent? Là, je peux le dire parce que j'ai pas de slide dessus, mais ce qu'il y a de magique là, moi ce que j'adore avec l'accessibilité, c'est qu'il y a une tendance, et vous devez le voir dans toutes les conférences qu'il y aura pendant 2 jours, à dire on va tout automatiser, on va faire des tests automatisés, et après on va dire mais est-ce qu'on peut pas automatiser les tests d'accessibilité? Ce serait quand même vachement plus simple parce qu'un audit d'accessibilité ça coûte à peu près 4 000 €, ça prend 5 jours, surtout quand il y a beaucoup de pages, et c'est quand même vachement fastidieux à faire. Quand on fait un audit, on fait tout pour jamais le commencer quelque part en disant non. Est-ce que je mets cette page dedans? Je sais pas. Alors, donc c'est hyper long. Et en fait, 70% des tests d'un audit d'accessibilité ne sont pas automatisables. Parce qu'en fait, vous avez effectivement des tests objectifs et vous avez énormément de tests subjectifs qui dépendent du contexte et qui sont à l'estimation, au jugement de l'auditeur. En disant, voilà, ça va, on comprend quand même, on comprend. Alors déjà, il faut comprendre le critère. Et après, il faut le faire. Du coup, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, vous êtes obligé de remettre de l'humain dans la machine et de vous dire, en mettant de l'humain dans la machine, vous soulevez le tapis et vous voyez toute la poussière qu'il y a dessous, qui fait pourquoi le site, en fait, il y a peut-être une super machine derrière, mais en fait, il est inefficient pour les usagers. Alors, les gens qui essayent de gagner leur vie d'accessibilité essayent de dire parfois, mais en plus, ça rapporte de l'argent. Alors, effet rebond ou pas, je ne sais pas. Mais effectivement, l'accessibilité, quand vous le faites avec lié à l'UX, il faut une démarche d'accessibilité, qu'une réflexion, test usager, test en conditions. En fait, vous améliorez énormément ce que fait votre site, mais en plus, vous améliorez éventuellement la production dans vos équipes, dans la définition du besoin. Et du coup, il y a des gens qui vont arrêter de coder des choses. En fait, ils disent, mais pourquoi je fais ça? Et là, ils vont rentrer dans un circuit en se disant, mais oui, on pourrait faire ça ou supprimer ça. Et comme en fait, il y a moins de temps passé sur ce site-là, on va en faire un autre à côté. Enfin, vous voyez, on a un truc beaucoup plus bénéfique, quoi. Et donc, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va faire des tests manuels. Alors, je ne sais pas avec quoi il va ouvrir ça. Donc voilà. Alors, imaginez, vous êtes aujourd'hui dans l'administration, vous n'avez pas Hugo et Frago, et vous recevez ça par mail. Donc, c'est-à-dire, vous recevez un Excel. C'est une synthèse d'audit.
me l'a ouvert. Donc voilà, donc c'est Excel, donc chaque entreprise a son Excel à elle. Et puis, eh ben, elle remplit un audit d'accessibilité, elle fait des feuilles, ça c'est les critères, alors elles ont les bases de calcul, ça c'est la page 1. Alors, vous mettez là dans la peau, vous réfléchissez fort, vous dites, ouais, je suis responsable projet d'une démarche dans l'administration. Et là, on m'a dit, fais un audit d'accessibilité, je viens de le recevoir. Et là, vous devez après aller voir vos développeurs pour faire des trucs. Vous allez voir, il y a quand même un truc en plus. Et donc ça, c'est le truc. Donc là, moi, je me dis, en tant qu'un peu développeur, tout ça, je me dis, mais si jamais on fait une correction en prod et que ça corrige un truc d'accessibilité, je refais appel à la boîte, je corrige moi-même l'audit. Est-ce que le fichier que j'ai, il est toujours à jour ou pas? Qui l'a modifié? À quel instant? Est-ce que je le renvoie en changeant le titre en disant update 2? Donc ça, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'outils. Il n'y avait pas d'outils existants. Après, les gens qui font les audits sont des gens très sérieux, qui font très très bien les audits. Enfin, en tout cas, les très bons audits que j'ai vus, donc, comme celui-là, Access 42, qui est la boîte qui fait des formations certifiantes. Et après, vous avez ce qu'on appelle un rapport d'accessibilité, des recommandations un rapport de recommandation, qui là vont prendre parce qu'en fait, ce que vous avez vu en Excel, le problème c'est que, alors, on va le refaire sérieusement. Vous avez 106 critères. Un critère, c'est de type il n'y avait pas d'image dans la page d'avant. Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance? Donc vous avez une notice à côté. Donc généralement, vous avez votre feuille, vous avez votre notice. Vous dites si c'est conforme, NC non conforme. Et là, ils ont supprimé dans cette feuille NA non applicable. OK? Donc vous remplissez ça. Et après, si votre site sur, par exemple, 15 pages testées a une seule fois l'erreur, votre critère est invalidé pour tout le site. Si sur votre site, vous avez 10 000 fois l'erreur, votre critère est invalidé sur tout le site. Donc en fait, le RGA se remplit sous une forme de feuille de calcul Excel, mais ne permet pas de remplir l'ensemble des erreurs dans une case Excel. Donc ça a le bénéfice de pouvoir remplir bien, mais ça ne permet pas de remplir l'ensemble des erreurs. Donc on est obligé, j'ai réfléchi pendant 8 mois pour me dire comment on pourrait faire un seul document. C'est pas possible. C'est pas possible. On est obligé de faire à côté ce qu'on appelle un rapport de recommandation qui lui va dire pour corriger cette erreur sur votre site, vous devez corriger ça, 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 et donc vous faites la liste des bugs. Et après vous êtes censé les remettre dans un bug tracker ou ce que vous voulez, communiquer avec vos développeurs, et voilà ce que vous devez faire. Donc vous avez ces deux documents que vous devez gérer. Voilà, c'est bien. Hein. Donc c'est bien fait, quoi. Sauf que c'est ingérable. C'est ingérable. Une fois que vous avez fait la moindre modification, vous ne savez plus. Vous êtes obligé de refaire un document à côté pour dire, refaire une liste dans un nouveau Excel pour vous dire, je vais corriger ces trucs-là. Donc ça paraît. Enfin, on parle de trucs. Enfin, des fois, on se croirait à l'université en se disant. C'était il y a 15 ans, on gérait comme ça, mais en fait, dans l'administration, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne forme pas les gens à gérer les choses dans des données structurées. Donc c'est comme ça. Donc on a plusieurs problèmes qui s'annoncent, et après, vous savez, c'est faire. Hein. Et après, avec tout ça, vous devez faire, comme je vous l'ai dit, une déclaration. Donc là, vous avez un des sites qui met normalement en exergue le New Design System, qui permet de supprimer quand même, pour les gens qui l'appliquent, 70% des erreurs d'accessibilité que les gens font au démarrage, surtout quand il n'y a pas de développeur, enfin d'intégrateur HTML, mais qui, pour les parties très précises, en fait, ne gère pas la crotte. Donc là, il est partiellement conforme. Donc vous cliquez sur accessibilité. Donc là, c'est un site un peu plus complet parce que c'est un organisme, donc il a des sous-sites. Mais il doit normalement afficher cette déclaration d'accessibilité. Et cette déclaration d'accessibilité doit reprendre les éléments, le score, qui est
ici. Taux de conformité. Vous avez un truc énorme avec 4 trucs, et en fait, il y a un score qui vous intéresse, donc on en crée des autres pour dire qu'on a bossé. Hein, attends, on va faire un tableau de bord, on va mettre plein de trucs qu'on ne sait pas analyser. Alors en fait, le seul truc qui vous intéresse, c'est le taux de conformité. Alors souvent, on met l'inverse, qui ne sert pas non plus à grand-chose, mais ça fait joli, parce que juste un taux de conformité, c'est un peu limité, vous allez voir, j'ai fait pareil. Et en fait, ce qui vous intéresse, c'est juste ça. Et avec toutes les erreurs à côté à corriger, quoi. Enfin, juste ça, il y a la liste des pages quand même. Et donc, sur votre site, vous devez faire une déclaration légale, qui est, vous voyez, ça c'est les pages auditées, ils en ont audité pas mal, hein. Et vous devez déclarer au tout début l'audit de conformité réalisé par empreinte digitale, donc on sait quelle entreprise l'a fait, ça peut être un audit d'auto-évaluation, vous pouvez le faire en interne, c'est tout à fait autorisé, 64% des critères déjà respectés, taux moyen, alors ça sert à rien du tout, on peut en discuter, information facultative, vous suivez toujours, vous voulez non, l'anecdote sur le taux moyen, si, c'est un peu, ouais, enfin moi ça me, bon. C'est qu'en fait, le taux de conformité, c'est si un critère sur n'importe quelle page est pas bon, le critère est invalidé, puis il y a des gens qui se disent « Ouais, mais nous, sur 15 pages, on en a une, c'est un vieux formulaire qu'on peut pas refondre. Du coup, il y a une page, elle a pas... toutes les pages ont 80 et il y a une page qui a 50. » Donc en fait, on aimerait, pour motiver les équipes, créer un taux moyen, on additionne tous les taux de pages, on le divise par le nombre de pages, et puis c'est vachement plus élevé. Voilà, donc c'était des grandes discussions, vous imaginez, il y a des mailing lists, où on discute de tout ça en disant, non mais enfin, franchement, on ne peut pas comparer des taux moyens entre sites. Ça a beaucoup de défauts le RGA, mais ça a les avantages de pouvoir comparer des démarches entre démarches, vous allez voir, et des démarches entre ministères ou entre services. Vous savez à peu près, si on vous dit taux de conformité de 60, vous dites, ah oui, vous savez à peu près où vous en êtes. Même si ce n'est pas révélateur de ce qu'il y a derrière, ça vous donne un ordre d'idée. Donc ce taux moyen, vous voyez, 92, alors qu'en fait, ils ont tout pourri. On y aura une page là-dedans toute pourrie. Donc vous annoncez tout ça, et donc en fait, à chaque fois que normalement vous faites une mise en prod, bah ça, il faut que ce soit juste. C'est une déclaration de transparence, hein, je vous rappelle. Ça, il faut que ce soit juste aussi. Ça, il faut que ce soit juste. Donc on vous rappelle, vous êtes, comment dire, vous essayez à gérer un projet, un service, une démarche numérique pour l'État. Votre boulot, c'est de communiquer, de faire des réunions, gérer vos développeurs, etc. Sauf que là, on vous demande d'aller prendre le document que je viens de vous montrer, d'aller éventuellement faire des modifications, de récupérer la donnée qui est à l'intérieur. Imaginez, vous avez 3 services à gérer, de le mettre dans un tableau Excel, d'aller changer les déclarations, d'aller les changer sur les sites, vérifier que quand elles ont été changées, elles correspondent bien au numéro que vous avez, au taux de conformité que vous avez mis, que les pages sont bien bonnes. Tout ça. Et en plus, quand je vous présente la déclaration, moi je la connais, ça fait 2 ans que je travaille dessus, on vous dit faites une déclaration, on vous dit je mets quoi dedans? Alors il y a des générateurs de déclarations, la déclaration c'est pas très dur à rédiger, mais en gros vous n'êtes pas sûr que ce que vous avez mis c'est... Donc vous allez passer du temps, cognitivement ça va être compliqué, vous allez devoir lire plein de blogs pour savoir ce qui est vraiment juste, ce qui n'est pas juste, etc. Donc c'est un enfer. Et après, vous devez rédiger le schéma pluriannuel et le plan annuel d'accessibilité. Donc ça, c'est encore un peu plus compliqué. Mais bon, bref. Je suis pas sur le bon truc, moi. C'est ça. Donc comment gérer cette merde? Donc ce que je vous expliquer, c'est que, je l'ai dit, et dans l'administration, en fait, vous avez un frein. Même si vous arrivez à faire vos référentiels et que vous avez des très bons développeurs, vous avez des freins parce qu'en fait, vous ne savez pas comment exploiter les audits. Et après, vous ne savez pas faire la publication légale. Alors que tout pourrait être généré automatiquement. Alors, on va regarder un petit peu comment marche l'outil. Ça vous dit, il reste 50 minutes. J'avais préparé un truc. Allez, on y va. On va retester. J'ai retesté hier si ça marchait ou pas. Alors, il m'énerve parce que comme c'est en plein écran, il part. Ça, c'est ce que ça donne. Voilà. Alors, le fonctionnement avec Hugo. Donc là, Hugo, il est hébergé à la DISIC. C'est l'ancien nom de la DINUM. Donc en fait, l'URL n'est pas censée changer. Le thème, il est hébergé là. Moi, je le mets à jour ici. Ça s'appelle Frago. C'est juste le thème Hugo. D'accord? Sur ce, donc c'est open source, licence MIT. Donc c'est pas censé disparaître. C'est open source, gratuit. Ça devient un commun numérique.
C'est à un seul endroit, donc vous n'avez pas trop à vous soucier. L'URL n'est pas censée changer, parce que quand on appelle un thème et que ça change, c'est le bordel. Vous pouvez le faire marcher un peu n'importe où, il suffit d'avoir en interne un GitLab, enfin une CI, et puis vous le faites, ou en local. Donc ça, c'est vachement pratique. Dessus, j'ai créé une documentation, dans une autre branche du même dépôt, et j'ai fait un petit peu, j'ai essayé de... Il y a plein de choses à faire, j'ai eu travail pour 2 ans, pour que les gens arrivent à l'installer dans les administrations. Donc je vise les gens qui sont référents accessibilité dans les administrations. Et donc installer Hugo sur Windows. Configurer Frago, démarrer un audit. Après il y a plein de trucs dans Hugo, donc dans Frago, donc on peut faire les schémas pluriannuels normalement, enfin des trucs. Les trucs sont peut-être superflus, mais il y a d'autres trucs qu'on pourrait rajouter. Donc il y a une doc qui existe. Donc imaginons... Ouais, j'avais effacé. Faut faire ça. Imaginons que je veux faire un projet pour Basecamp, par exemple. Alors je me suis amusé à faire des trucs du type... J'ai fait une branche avec un fichier SH. Et si je le lance, dans mon je veux démarrer un projet. Ça, je ne l'ai pas documenté, mais j'ai pas encore fini le travail là-dessus. Et ben, je peux aller appeler des contenus pour démarrer mon projet Hugo. Alors, je crée un nouveau répertoire. Non, il me dit où je suis. Je suis déjà dans le répertoire de travail. Valider l'installation, ça a retravaillé. Hop, je récupère, il m'installe des trucs. Ok, donc si je fais ls, il m'a récupéré un fichier de config et un répertoire content. Dans Hugo, normalement, on met les contenus dans content, on peut changer la config, mais en gros, ça marche comme ça. Ici, du coup, j'ai des contenus, des faux contenus qui sont organisés comme ça. Donc dans Hugo, quand vous mettez des trucs dans Content, dans un répertoire, ça crée un type de contenu. Donc là, les types de contenus sont audit. Vous pouvez en créer d'autres, mais tout ce qui est dans audit récupère tout ce qui est découle du template audit, du type de contenu audit. Donc il faut forcément que ça rentre dans audit. Du coup, j'ai un fichier .ml. Je ne sais plus s'il y a un problème dessus. Alors là, je vais passer par les modules Hugo. Et du coup, je dois faire Hugo. Alors j'ai Hugo déjà installé. Ouais. Ouais, c'est cette config. Faut faire ça. Init. Alors là, il faut initier un module Go. Et il y a des commandes Hugo pour faire un module Go. Donc il y a moyen de passer par ça. Il y a un petit côté complexe, mais en fait, quand on est sur Mac ou Linux, il suffit d'exécuter les commandes et ça marche. Et en fait, il faut donner un nom pour télécharger un module avec Go, il faut être soi-même un module. Ok, donc on ne passe pas par les Git submodules parce que c'est la crotte. En fait, les Go modules, ça permet de faire du submodule, pour ceux qui connaissent Git, mais sans l'inconvénient des submodules. Okay, et donc tout ça, ça permet d'appeler le thème. Donc là, on met n'importe quoi. Je pourrais mettre Bryce Campus, quelque chose. Et en fait, il faut que je déclare que je suis moi-même un module. Et là, je lance. Donc il me télécharge Frago, parce que c'était déjà configuré, et il me dit, il y a une erreur dans Frago. Oh, putain. J'ai fait une mise en prod hier. Ok, c'est pas grave. Je vais pas aller le corriger quand même. Ah putain. Pas ça. Il faut que je vous fasse ça quand même, parce que comment on fait? Alors, il me dit, il y a une erreur. Ligne 49. Ah, le con. Oh là là. Vous aimez tous le code? Ça, je fais du code, ça fait un peu genre, oui, il nous a présenté des trucs. Vous allez voir que je code pas très bien, en fait, c'est ça qui est bien.
Alors là, je lui dis, par exemple, fixe opérande. Ça vous permet de faire une petite pause comme ça. Je génère du JSON après, parce qu'après, je gère une API avec CMS. J'ai fait des trucs de fou. Et donc là, allez, on va voir si je suis bon. Putain, mais je suis sans filet là. 1.9. Non, mais je suis pas. Je suis un peu comme 90% des gens. Je suis un mauvais développeur. Je push to origin. C'est bon, il a envoyé. J'ai peut-être pas tout pushé. Là, il a pushé. Allez. J'ai mis quoi comme point 2. Alors, il me crée un fichier GoMode. Il me l'ouvre avec n'importe quoi. J'aurais dû faire un get U, je crois. Il y en a un autre. Mais en fait, j'ai fait un remplacer par. Il faudrait que je fasse une regex, là, vous imaginez bien, pour calculer où est-ce qu'il n'y a pas d'espace. Combien il m'a dit? Oh, il y en a plein. Il faudrait que je fasse un rollback. Donc ce qui est chiant, les fichiers JSON, c'est qu'on essaie qu'il n'y ait pas d'espace bizarre, là. Donc dans GoHugo, on met des tirets entre les brackets, là. Enfin, entre les... Ah, il y en a un autre. Pourquoi j'ai fait ça? Allez, on recommence. Ok. Ça marche pas, c'est bon, hein, vous inquiétez pas, j'ai des... Point 3. Bon, c'est pas grave. Alors, imaginons, parce que j'ai tout prévu quand même. En fait, c'est pour vous montrer que l'idée, c'est de faire du démarrage pour les utilisateurs lambda. C'est pas ce qui est toujours facile, parce que quand on travaille toujours sur un truc préinstallé, pour nous, ça marche. Puis quand ils doivent installer, ils font il y a un problème d'installation. Oh. Ah oui, quand il n'y a pas de contenu à cet endroit-là. Il est où mon truc? Il est là. Donc il y avait projet 1, projet 2, projet 3. Alors, juste projet 2, et normalement vous démarrez avec projet 1, projet 2. Donc l'idée c'est que vous avez, de toute façon on les a, des fichiers structurés comme ça sur votre machine, et après normalement, là il y a quelques fichiers qui sont rajoutés, setup on n'en a rien à faire, ça c'est généré par Hugo. Quand vous générez, vous avez un GoSum et un GoMode. Vous mettez un gitignore quand même pour quand vous poussez, mais en gros vous avez quasiment que contenu sur votre machine et vous n'avez pas votre dépôt. Et donc en fait vous allez stocker vos audits accessibilité. Il n'y a pas la personne qui me dit mais oui mais on voit rien. Vous voyez quand même là ou pas là? Pourquoi il ne me fait pas de zoom? On va le faire. Allez, on va y arriver. C'est juste là. Je vais vous mettre en... On va partir sur la douane. Là, on va faire plus. Voilà. Donc, imaginons, vous faites... le problème, c'est que... Voilà. Vous faites consultation de tarif douanier. Donc, vous remplissez sur votre machine comme si, limite, vous aviez des audits d'accessibilité que vous receviez.
et que vous les rangez en fait par projet, tout simplement. Donc, en fait, pour quelqu'un de normal, il n'y a pas de difficulté numérique particulière. Il y a quelques petits trucs à maîtriser pour pouvoir le pousser, mais globalement, les gens que j'ai eus en contact avec moi étaient plus ou moins contents, avec un peu de formation. Il faut savoir que l'outil que j'ai fait, du coup, il a été utilisé par la DINUM, et aujourd'hui, ils font de l'assistance pour faire des audits pour des administrations qui ne peuvent pas le faire en interne, et ils utilisent cet outil pour rendre les rapports. Vous allez voir, c'est hyper pratique. Et donc, en fait, des personnes qui n'ont pas forcément de maîtrise poussée dans ce domaine-là, s'en servent et se disent « Ouf ». Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir des audits, et j'ai choisi le format CSV, forcément. C'est comme ça qu'on remplit un audit d'accessibilité. Donc c'est un tableau avec les thématiques, les critères, et puis les pages. Ça va? Vous suivez? Donc même si vous n'êtes pas un pro de l'accessibilité, il y a peut-être 40% des critères que vous pouvez presque remplir vous-même. Donc moi, sur VS Code, je peux avoir je suis pas obligé d'ouvrir avec... l'idée du CSV, c'est qu'on peut l'ouvrir avec LibreOffice. Donc vous n'êtes pas bloqué, c'est un format ouvert. Et vous allez retrouver au petit, parce qu'un auditeur accessibilité, il fait ça. Il prend sa feuille comme ça, et puis il remplit. NA, NA, NC, C. Il remplit comme ça. Donc là, vous faites juste ça, et là, l'intérêt, c'est que vous allez mettre la date de l'audit ici, dans le nom de fichier. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'on va récupérer cette date et on va s'en servir. Donc ensuite, vous allez remplir des pages. Vous en remplissez autant que vous voulez. Et donc là, l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas obligé de commencer. Vous pouvez faire un audit vous-même ou faire un audit sur une page parce que vous voulez juste. Vous n'avez pas besoin d'un audit de 5 jours. Vous dites, en une demi-journée, je fais un audit rapide et je fais ça. Donc ça vous permet de démarrer sur une page sans être bloqué. Donc vous faites votre fichier CSV. Il y a une petite particularité, si vous faites un pipe, vous pouvez mettre l'URL pour la récupérer dans la déclaration. Et après, vous remplissez. Donc là, il y a accueil et simulation. Donc NA, NC. Alors maintenant, vous pouvez les remplir en majuscule. Oui, je pars d'une feuille en majuscule, ça ne marche pas. Donc j'ai des bugs parfois. Et puis après, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous faites un audit et que vous devez refaire un audit 3 semaines plus tard, vous ne vous rappelez plus pourquoi vous avez mis NC. Donc vous pouvez mettre des penses-bêtes, vous séparez le NC avec des pipes, ici, comme ici. Et en fait, vous pouvez dire, c'est l'image du menu de l'accueil. Comme ça, la prochaine fois que vous revenez, s'ils vous disent, on a corrigé, vous savez ce qu'il faut aller regarder, corriger. Donc ça sert de pense-bête, mais ça ne sert pas à décrire le bug, en toute théorie. Donc c'est assez pratique, vous remplissez tout ça, et voilà. Après, il faut quand même créer une page index. Donc ici, c'est un ancien système, mais qui est toujours d'actualité, dans lequel il faut remplir normalement le contexte d'audit, pour dire quel référentiel. Donc j'ai prévu les évolutions de référentiel, 4.2, 5. Quelque chose. Donc il y a tous les référentiels qui sont intégrés à l'outil. Et puis il faut rajouter les technologies. Donc il manque des trucs à ce truc-là que je dois rajouter. Mais en gros, ça marche comme ça. Et en gros, une fois... Non. Une fois que vous avez ça, en fait, vous allez stocker vos fichiers CSV avec tous vos audits, et en fait, ça va vous rendre ça. Donc ça, c'est magique pour une administration. C'est magique parce que, dans un premier temps, l'administration est souvent bien incapable d'archiver ses audits. Si vous demandez à une administration, alors j'aimerais bien les audits sur les 3 dernières années, ils sont quelque part. Tiens, c'est un Excel, ça s'était fait par une boîte, par une autre boîte, c'est pas le même format. On ne sait pas où ça en est, il y a peut-être une date dans le fichier, mais on ne sait pas. Là, tout est archivé. Donc on pourrait avoir les audits potentiellement sur plusieurs années et en faire plusieurs à l'avancée. Deuxième problème, il manque le picto. Deuxième problème de l'administration, c'est la collecte. Bonjour, on est la DINUM. Alors, pouvez-vous nous communiquer les taux d'accessibilité sur l'ensemble de vos démarches? Allô Jean-Jacques? Ah putain, en vacances. Ah, fait chier. Bon alors, j'ai un fichier. C'est toujours bon le taux d'accessibilité? T'es sûr que c'est le dernier? Je cite toujours le même exemple. Il y a quelqu'un qui a travaillé pendant 4 mois sur un audit pour une démarche du ministère pour se rendre compte à la fin des 4 mois qu'il avait travaillé sur un audit d'avant et qu'entre-temps, il y avait un audit intermédiaire qui avait été fait. Donc c'est bien quand on parle déjà d'un audit préfet, ça mange le travail. Ah, on t'a pas dit en fait, on est repris un... Mais non, mais... Donc là, on les archive. Et donc là, on peut collecter. Et on sait que c'est les derniers chiffres. Pourquoi? Parce que ce qui est calculé ici, c'est le calcul qui est fait sur la feuille d'audit. Donc si je change, mais comme mon truc qui plante, je ne peux pas vous le montrer, mais vous imaginez que ça marche. Si je change quelque chose ici et que je mets NC, normalement,
mon truc, il recalcule sur ma machine, et en local, et c'est toujours chiant à cause du plein écran, et ben mon taux de conformité, il va changer en direct. Ça va prendre peut-être une seconde s'il y a beaucoup d'audits. Donc normalement, c'est censé être responsive. Et à côté, je sais si l'audit a été fait sur 106 critères ou moins de critères. Si j'ai décidé de faire un audit de 25 critères, je peux le savoir. Donc là, il a bien été fait sur 106 critères, je le sais. Alors parfois, il manque un critère qui n'a pas été validé, on a mal rempli, on a rempli NW, j'en sais rien. Alors peut-être que je calcule NC pour ça, je ne sais pas. Tout ce qui n'est pas C ou NA. Et donc en fait, on le sait. Donc ça, quelque part, j'ai du mal à arriver dans une conférence ou à l'expliquer aux gens, mais ça, c'est un côté un peu révolutionnaire. Parce que jusqu'ici, quand on vous dit qu'il faut que vous ayez un taux de conformité de 100%, il faut que vous fassiez un audit sur 15 pages, sur 106 critères. Et vous êtes obligé d'attendre l'audit. Et une fois que vous avez l'audit, vous devez l'exploiter. Alors que là, vous pouvez faire un audit 25 critères tout de suite. Et ça, je m'envoie un peu des fleurs, mais je trouve ça génial. Moi, ça m'a permis en fait de faire des audits rapides très très vite, par exemple, pour toutes ces démarches que vous voyez là. Du coup, qui ont été incomplètes, que j'ai dû refaire par la suite. Mais en tout cas, il y avait un taux d'accessibilité. Et donc ça permet de prendre des décisions stratégiques, de faire de la collecte. Et là, les gens au-dessus sont au courant, les gens en dessous sont au courant, les gens au même niveau que vous sont au courant. Tout le monde est au courant du taux d'accessibilité de cette démarche sur combien de critères, sur un périmètre défini du référentiel RGA. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc ça sauve les meubles parce que les gens, ils ont souvent quelque chose d'autre à faire que l'accessibilité. Ensuite, on prend la feuille d'audit et ça vous génère alors un tableau de bord, parce qu'on peut mettre d'autres choses. Et quand vous accédez, ça vous donne le taux de conformité. Vous avez vu, j'ai mis le taux rouge à côté. Donc ça génère, ça fait des calculs, combien de critères, combien il y en a qui sont non applicables, donc on fait des calculs, on met bien le contexte, et puis on va mettre les critères qui sont en anomalie. On va les répéter. Alors normalement, je peux le faire par page. Là, apparemment, il n'y a qu'une page, du coup, il me le fait pas. Mais je vais mettre tous les critères non conformes par page. Ce qui permet de voir par page ce qui ne va pas. Et comme en fait, j'ai le JSON du RGA à côté, je peux aller sans problème générer en fait l'intitulé du critère correspondant. Donc je n'ai pas à le réécrire dans un Excel ou un Word en me disant bon, je vais remplir une belle recommandation et je vais tout rédiger, récupérer un modèle, etc. Non, c'est généré automatiquement. Et en plus, comme j'ai le JSON, je peux faire le lien directement. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a un problème de lien ici. Voilà. On a mis... Normalement, c'est le glossaire. Non, mais c'est... Ah oui, il manque RGA. Attends. Il y a des bugs parfois. Après, j'ai un peu arrêté de travailler dessus. Il faut me remonter les bugs, les amis. Alors, normalement, il est en bas. Il est là. Donc, normalement, le lien marche. Et donc là, alors ça m'aide directement pour faire les audits. Donc, comme quand je mets le CSV, ça me calcule le taux de conformité, ça me met tout ce qui n'est pas valide, et qu'à côté, j'ai le critère, j'ouvre les deux pages, et je fais, alors, critère 1.1, donc j'ai récupéré le RGA en JSON, qui est officiellement mis à disposition par la DINUM. J'ai tous les tests, et puis je vérifie mes critères, donc je sais qu'ils sont bons, et après, j'ai des liens vers le glossaire, qui est juste à côté, au cas où j'ai des doutes sur la signification de porteuse d'image. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ? Donc ça, c'est bien complexe. Donc il y a 106 critères répartis en thématiques, tout ça, machin. Donc on peut faire un audit de 25 critères. Donc là, il n'y a que les 25 critères, 50 critères, tout ça. Donc c'est vachement pratique. Et en fait, en plus, pour chacun des sites, ça me génère la déclaration automatiquement, puisqu'en fait, c'est un modèle. Du coup, si l'audit est mis à jour, j'ai juste à copier-coller la déclaration, je la mets dans le site, ou alors je vérifie sur le site si elle est conforme à mon outil de suivi, et je sais si en ligne, ma déclaration elle est correcte. Et la déclaration qui est générée à partir du taux de conformité calculé sur la feuille d'audit, et pas une répétition d'éléments qu'on se serait communiqués dans l'administration pour organiser une réunion, pour aller collecter la donnée, pour être sûr qu'elle était bonne, mais il est parti ou il a été transféré dans un autre service. Non, en fait, c'est basé sur le fichier lui-même. Donc là, on fait un lien directement avec le fichier et le taux de conformité. Et on va, normalement, répéter le contexte d'audit.
et la liste des pages. Mais comme on n'a qu'une page, là, il n'y a pas de liste des pages. On a bien la date qui est récupérée dans le nom du fichier et les trucs légaux et quelques trucs qui sont déclarés dans un fichier de config. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on peut faire avec un simple générateur de scie statique. Et alors, il y a d'autres trucs qui apparaissent là. Donc on va prendre Ciel. J'adore ce projet. Donc Ciel, il y a 3 audits qui ont été faits. Donc comme j'ai mis des dates, je peux récupérer les taux de conformité par audit. Donc je peux savoir d'un audit à un autre si le taux de conformité il a changé. Donc ça, pareil, ça n'existe pas aujourd'hui dans l'administration. Enfin, ça existe peut-être dans certains outils, avec un outil aussi simple de pouvoir faire un suivi dans le temps d'un taux de conformité. Simplement, non pas en ayant une complexité administrative de fou, mais en créant des fichiers avec ces structures-là, et en rajoutant, si nécessaire, au-dessus, en rajoutant la date. C'est-à-dire à chaque fois que je change le fichier, le contenu, une fois là où il est présent, ça va me le... C'est chiant, j'ai enlevé le grand écran. Hein. Ça va me le changer. Ça va me le changer ici et ça va tout me recalculer. Donc en fait, on est sûr de la donnée. Donc là, en termes de la collecte, c'est-à-dire communiquer les taux au sein de l'administration, normalement il y a un picto, on s'en fout, c'est intéressant. Et après, en fin de termes de publication, c'est pareil, ça marche aussi, puisque ce qui est publié, on est quasiment sûr avec la déclaration qui est autogénérée que c'est bon. Donc ça, c'est vachement pratique. Publication. Et donc, dans tout ça, quand vous avez cet outil-là, donc moi, dans le premier projet que j'ai fait ça, et je travaillais avec l'administration, et il y avait des prestataires, et en fait, le site était hébergé par un autre ministère. Donc, en fait, j'avais 2 ministères, un prestataire. Donc, on faisait tout en visio, c'était en plus période Covid. Et donc, en fait, j'ai mis ça à distance pendant les visios, j'avais mon outil. Donc, en fait, on savait quel était le taux de conformité. On faisait les réunions et on pouvait lister exactement ce qu'il fallait corriger. Et après, à chaque fois que les utilisateurs voulaient revenir aux infos qui étaient envoyées ou communiquées, ils n'avaient qu'à aller sur l'URL officielle pour savoir ce qui s'était passé. Et donc, ça fait gagner un temps de malade. Derrière, j'ai ajouté d'autres choses. Et l'idée, c'était pas forcément de gérer que l'accessibilité, parce qu'en fait, comme je suis quand même un spécialiste, expert WebPerf aussi, et que je m'intéresse à l'éco-index, j'ai aussi la possibilité, on peut prendre un audit Lighthouse, on le met dans le truc, dans le bidule, on l'appelle Lighthouse, on met son audit Lighthouse, on le copie-colle, ça génère des choses, je n'ai pas beaucoup travaillé le truc, et ça peut donner des informations aussi sur la démarche, et ça calcule automatiquement, à part des chiffres Lighthouse, s'ils sont plus ou moins bons, une évaluation d'éco-index. Donc là, on a le temps de chargement, vous voyez, qui n'est pas hyper bon, mais on pourrait ajouter l'éco-index. C'est-à-dire qu'on peut suivre, à partir juste d'un audit Lighthouse, on rajoute ça, et on a le suivi de l'éco-index. Et normalement, il y a la gestion dans le temps aussi de l'éco-index. Donc ça peut donner des informations, et l'idée, c'est, quand on a ces chiffres-là, d'influer sur la stratégie pour savoir sur quoi on va investir. Sur le site que j'avais fait avec l'administration, il y avait un temps de chargement au démarrage qui était énorme, et quand j'étais sur mon mobile avec une faible connexion, en fait, le chargement n'aboutissait pas. J'ai considéré que c'était un problème d'accessibilité alors que ça ne figure pas dans le RGA. Donc j'ai fait passer ça avec un audit de modification pour la performance. Ils ont supprimé jQuery et d'autres trucs qui servaient à rien dans la plateforme. En fait, ils chargeaient toute l'application et tant qu'elle n'était pas chargée, ils mettaient rien sur la page. Donc là, j'ai dit non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'était pas dans les critères RGA. Et en utilisant ce système-là, en fait, j'ai permis de réduire le chargement et donc de réduire un problème d'accessibilité pour les gens qui avaient une faible connexion. Ça, c'est mon idée. Tout le monde ne partage pas ma manière de faire. Et ensuite, dans Ciel, où je vous ai parlé de l'audit, mais en fait, vous pouvez aussi avoir en fait, les recommandations dont je vous ai parlé. Alors, je les mets comment ? Alors, ce truc-là, il est un petit peu plus complexe à faire, parce que c'est un fichier un petit peu plus dur à remplir. Je réfléchis pour le remplir de manière différente.
Si aujourd'hui c'est un YAML sur lequel je peux aussi mettre des dates, tout fonctionne de la même façon. Et dans ce fichier, je remplis en fait toutes mes recommandations que je range d'une certaine façon, c'est-à-dire par page, par bloc, et dedans je mets les erreurs. L'idée, c'est qu'en fait, si on veut que l'accessibilité... Alors, comme j'avais que 4 mois, je me suis dit, il faut que j'arrive à leur donner... Parce qu'en fait, vous travaillez dans les SS2I? Non, personne? Pour l'État? Donc c'est assez marrant parce qu'en fait, on leur file un truc que moi, je ferais en une demi-journée, c'est-à-dire tout corriger, et quand ils font une estimation, ça prend 12 jours. Donc là, en fait, 12 jours, sachant que vous avez à peu près 3 ou 4 jours par trimestre sur un site, juste pour corriger. Pas faire évoluer le site, ça prend plus d'1 an et demi, 2 ans. Donc là, j'ai dit non, c'est pas possible. Je vais leur manger le travail. Donc je leur ai fait le boulot que j'aurais pu faire moi-même en une demi-journée. Et donc, j'ai construit un truc pour leur dire, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire. Donc j'ai rangé par page, liste des pages auditées. Je leur ai mis un titre du problème. Alors parfois là, c'est en dev, c'est pour faire une copie d'écran qu'on peut rajouter avant-après, parce qu'il y a du design, on ne va pas rentrer dans les détails. On peut faire un lien entre un bug et un critère, donc pour rappeler pourquoi le critère il est invalide, pour faire réfléchir les développeurs, parce que ce sont des recommandations, ce n'est pas une manière de corriger. Dans certains bugs, on peut mettre du code en disant « file-moi le code de l'appli que j'aille voir quand même », ou pas. Des fois, on a juste le code en prod, en front, et on lui dit là, il est comme ça, essaye de repérer, et tu me le corriges comme ça. Et tu copies-colles ou tu me le fais, quoi. Et donc, on essaye de corriger ça, d'en mettre le maximum pour que ce soit corrigé. Après, j'ai poussé le vice avec la gestion de mon YML jusqu'à pouvoir mettre les bugs dans des lots. Donc, je remets une catégorie de points, un lot. Et donc, pour dire, la prochaine fois, moi, je veux que vous me corrigiez, pas tout, parce que quand on fait la recommandation, c'est d'en mettre le maximum possible. Vous me corrigez cela, et je vais vous dire exactement sur quelle page ils sont et dans tel bloc, pour pas que vous perdiez du temps à les trouver. Donc ça, c'est la page de recommandation. Donc, ça fait des trucs comme ça. Et puis après, une fois que c'est corrigé, j'ai rajouté des trucs un peu rigolos dans la console, qui me permet, en fait, quand c'est corrigé, de savoir si oui ou non, de faire le lien avec la feuille d'audit, pour savoir si oui ou non ça a été corrigé, quelles erreurs de la page ont été mises dans des lots, et sur ceux qui ont été corrigés, quel est l'état du critère dans la feuille d'audit pour savoir si je dois le passer à C ou NC. Ok, ça, il faut regarder en détail. Donc ça, c'est pas pour vous montrer que c'est vachement bien, c'est pour vous montrer qu'en fait, avec... on va essayer de passer aux questions quand même un petit peu, parce que là, je peux vous en parler pendant des heures, mais en gros, avec une simple structure de fichiers comme ça, et avec un gestionnaire de site statique, j'ai pu faire 2 ans de dev, sans jamais m'en sortir, même si j'ai construit un peu d'autres systèmes de contenu, types de contenu, comme ici les plans et les schémas. Et en gros, j'ai pu générer de la synthèse d'audit, et avec un outil comme ça, en fonction de... C'est destiné à être vu en ligne sur une URL qui peut être soit en ligne, ouverte à tout le monde, soit sur un intranet, on le fait en interne de l'entreprise, ça nous permet de suivre. C'est de l'info qui peut remonter tout en haut de l'entreprise. Ils peuvent savoir en fait quel site va bien plus ou moins ou pas, ou investir de l'argent en fonction de décisions, et de savoir peut-être en éco-conception si ça vaut le coup de garder une démarche par rapport à un coût estimé de correction, d'utilisation, etc. D'avoir ça en ligne, ça permet d'archiver de la donnée et d'être sûr quand on va sur l'URL d'avoir toujours la dernière donnée en ligne, ce qui est un défaut dans l'entreprise, de ne pas savoir si la donnée est bonne. Le petit défaut de l'outil, c'est que ça peut faire doublon avec un bug tracker, mais à la rigueur, quand on y réfléchit, c'est pas si grave, parce que ça permet vraiment de suivre. C'est pas si gênant. Donc il y a vraiment une vision, quand on a le site comme ça, destiné aux utilisateurs. Donc moi j'avais vraiment une facilité en fait, quand j'avais des réunions avec mes supérieurs qui eux font pas d'audit et qui devaient rendre des comptes à la DINUM, savoir où on en était, quel était le taux de conformité par démarche. Voilà. J'ai pas à leur faire des mails en leur disant non, j'ai corrigé l'audit, en fait c'était pas celui-là, en fait je fais un audit éventuellement partiel, je mets en ligne, j'y ai allé voir,
S'il y a des erreurs, je les corrige et ça corrige directement. Je n'ai pas besoin de refaire des mails. Tout ça est suivi. Vous voyez qu'on peut prendre des décisions stratégiques, mais avec un outil dans lequel on va remplir des choses supplémentaires. Donc là, on a le suivi par date, donc ça peut permettre aussi de communiquer. On peut faire des recommandations, et là, on peut aller toucher directement les personnes qui vont toucher au code. Donc là, c'est intéressant parce que ça, c'est très compliqué. On peut exploiter les recommandations. Avec des recommandations qui sont structurées avec un YAML, je peux suivre les recommandations en disant si elles sont, en les rangeant par lot, normalement en leur mettant une sorte de statut, en les reliant à un critère et en indiquant si elles sont corrigées ou non corrigées. Donc, ce qui permet, moi, d'être serein. Et donc d'avoir un suivi de l'accessibilité et de suivre ce référentiel-là et de faire aussi de la déclaration légale avec la génération automatique des déclarations. Alors moi je rêve, parce que j'ai fait un JSON à côté, que les sites se branchent en fait à mon truc, comme ça ils n'ont pas besoin de mettre à jour à la main la déclaration, avec une API ou autre chose, mais bon, passons. Donc là vous voyez bien que le métier d'auditeur il est quand même hyper simplifié. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'administration, alors qu'avant, on avait l'audit à faire qui était déjà compliqué, il y avait une surcouche administrative extrêmement importante à gérer, légale, compliquée, qui fait qu'un chef de projet peut exploser, une équipe peut exploser, rien que parce qu'elle n'arrive pas à aller voir ce que c'est que les obligations légales, ce qu'il faut faire exactement. Donc là, l'outil, il mange tout, il vous déclare tout, il vous fait même la relation. Ici, c'est la relation entre les recommandations et les déclarations. Donc il reprend les bugs que j'ai remplis, il les met dans la déclaration. Voilà, moi je trouvais ça sympa. Normalement c'est obligatoire, mais on m'a dit que c'est pas obligatoire. Donc on peut, moi je trouve que c'est pas mal. Donc on peut faire du suivi multisite, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, parce qu'on faisait du site, on faisait du suivi par site. Donc c'est amélioré pour les supérieurs hiérarchiques. L'auditeur c'est hyper aussi amélioré parce qu'en fait il a juste à faire ça, il a sa synthèse d'audit assez rapidement, il n'est pas dans un Excel avec sa feuille, et si par exemple on lui dit bah tiens on a mis la feuille à jour, on a amélioré des trucs, bah en fait tu fais quoi avec les anciens audits? Tu les remets dans les nouvelles feuilles Excel? Enfin c'est n'importe quoi. Avec ce système là, si demain il compte changer le taux de calcul du taux de conformité ou le nombre des critères, bah, moi je rajoute le RGA, change la feuille de calcul pour ce référentiel nouvelle version et on pourra toujours gérer les anciens et les nouveaux. Du coup, encore une prise de tête en moins pour les gestionnaires de l'accessibilité. Et donc, on arrive à faire tout ça. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'était, si vous présentez déjà, c'est que le web risque ou l'informatique, d'une manière générale, devrait baisser en complexité. Donc, il faut aussi savoir s'orienter vers des outils simples pour faire des choses parfois simples. Les gestionnaires de sites statiques, on ne se doute pas de tout ce qu'ils peuvent faire en fait techniquement et tout ce qui et en même temps du niveau informatique lambda nécessaire qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient s'en servir sans on dit ah bah non c'est l'IT qui gère. Parce qu'aujourd'hui on dit bah voilà on a un site à faire, on va donner à l'IT, ils choisissent le système technique et puis après 2 ans après on fait ah mais ils ont donné ça à un stagiaire donc il faut tout refaire. Ça, c'est le premier point. Donc, on pourrait changer la vision qu'on a de l'informatique en remettant les gens un petit peu dans les outils. Deuxième point, en fait, si aujourd'hui il y a déjà la contrainte légale du RGA, vous y êtes, vous, peut-être pas confronté directement, imaginons que vous travaillez pour l'État, normalement, vous devez fournir un site 100% conforme. Si les dispositions légales changent, vous devrez, vous aussi, avoir des dispositions 100% conformes. Gérer la gestion de conformité au niveau légal, c'est un truc assez complexe. C'est assez complexe aussi quand on doit gérer un parc de sites. Donc là, ça vous permet de faire un inventaire des sites présents et de faire un inventaire pour savoir s'ils ont un référentiel, un audit RGA ou pas. S'il n'y a pas d'audit, il n'y a pas d'audit. Deuxièmement, si demain, en fait, les entreprises sont soumises à un autre dispositif légal, sachant qu'il existe déjà le RGPD, qu'il y a aussi un autre sur la sécurité, je crois, et que le REG-ESN, donc référentiel général de l'éco-conception des services numériques, qui est en ligne, mais qui n'est pas aujourd'hui contraint, qui n'est pas une obligation, arrivé et qui est fait exactement sur le même modèle du RGA, vous vous rendez bien compte que les équipes qui n'auront pas anticipé ça, peut-être feront des bons sites, mais à un moment donné, si là, encore une fois, le volume de sites qui est soumis par exemple, on va prendre la caisse des dépôts et consignations, est réduit, si demain il décuple parce que la loi change et on dit non en fait
on va aussi s'intéresser aux applications, on va aussi s'intéresser aux outils en interne, puisque vous êtes obligé d'avoir des agents qui ont des problèmes d'accessibilité en interne. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie du scope. Eh bien tiens, la semaine prochaine, ça en fera partie. Eh bien en fait, les personnes qui gèrent ça ou les équipes seront dans l'incapacité, par un problème de méthode, par un problème de gestion du volume, de faire front par rapport à tout ça, quoi. Voilà, il reste 13 minutes. Moi, je pense qu'il faudrait poser des questions. Je vous ai présenté le truc en là, je pense que vous en savez assez. Je ne sais pas si je résous le problème du réchauffement climatique et qu'on dit. Je pense que non. Mais en tout cas, voilà une expérience qui a été plutôt bien prise dans l'administration à chaque fois que je l'ai mis en place, qui, moi, m'a simplifié la vie et qui mérite d'être partagée et qui, vous, si vous voulez le faire en interne et avoir des relations avec vos clients, parce que ça permet d'être en relation avec vos clients, et de faire des audits RGA qui sont soit partiels, soit que vous voulez faire à chaque mise en prod, parce que la logique c'est ça, dans votre déclaration, elle doit être en relation avec l'état du site à chaque mise en prod. Sauf qu'on ne sait pas faire aujourd'hui un calcul d'audit et un audit tous les 2 semaines. Or, quand vous faites un sprint et que vous dites « je vais changer tel truc sur mon audit », la fois d'après, vous n'avez pas à refaire tout l'audit. Vous pouvez faire l'audit juste sur le critère qui a été changé. Et du coup, à chaque mise en prod, remettre à jour votre taux de conformité. Aujourd'hui, avec les méthodes qu'on a à l'administration, c'est impossible. En pratiquant comme ça, à part le fait de ne pas mettre trop d'audit dans le back-end, c'est possible. Donc du coup, on peut se simplifier la vie en n'ayant plus des audits d'accessibilité qui arrivent comme ça par à coup, et après l'audit RegUSN, après l'audit RGPD en disant ah, c'est bon, hein, la conformité, les normes et tout, ras-le-bol. Là, on a un niveau, on décide ce qu'on fait, et à chaque sprint, on dit je vais traiter ce sujet-là, je vais auditer moi-même, je vais former un auditeur, un référent, je vais un référent qui est censé vous former dans les entreprises, et je vais pouvoir suivre, et ça fera partie du développement. Et l'accessibilité et l'éco-conception ne sera pas un truc en plus du coup qu'on ne fait pas, mais un truc intégré au développement qui fait que, cool, voilà. C'est ça un peu toutes les idées. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Puis voilà, si vous avez des questions. Pas de questions? Pas de questions. Il a levé d'abord, je crois. Non, je ne sais plus. Vas-y. Alors je vais répondre un peu à côté, un peu à côté. En gros, je devais vous faire passer 2 messages. C'est que il va falloir faire baisser la complexité des sites web, d'une certaine manière, pour en gérer le moins et faire mieux. Et deuxièmement, d'avoir des gens un peu spécialisés dans les équipes, type référent accessibilité, qui est proposé par la loi, référent accessibilité numérique responsable, etc. On ne sait pas si ce sera 2 personnes dans une entreprise, une même personne, 3 personnes, un groupe de personnes, référent sécurité, etc. Il faut développer la culture accessibilité. À un moment donné, vous pouvez faire de l'auto-évaluation, vous pouvez vous former. Soit vous formez. Là, alors l'avantage, il y a tellement de trucs dans ce bidule, c'est qu'en présentant comme ça, en fait, vous pouvez former au cours du temps les chefs de projet en étant référents. Et du coup, après, ils font la formation. En défaut, on ne sait pas quand faire la formation. Donc il y a les formations, il y a l'auto-évaluation, il y a se faire aider en interne, c'est-à-dire développer quelqu'un dans son entreprise, ça dépend de la structure qu'on a. Quand on est très petit, c'est difficile. Et après, faire en bout du bout, tous les plus ou moins 3 ans ou à un moment de date, faire un audit par une entreprise certifiée pour dire voilà, on a fait un audit d'évaluation, c'était pour nous, ils corrigent tout, on repart à zéro et on repart de cet audit. Donc, j'ai pas de réponse toute faite, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, culturellement, pour mettre l'eau au moulin, ça dépend de chaque équipe, quoi, de la structure et de l'organisme. C'est mieux quand l'organisme est très grand et qu'on peut avoir un référent qui va assister et aider un petit peu tout le monde. Et là, cognitivement, on gagne un temps de fou, quoi. Ça répond? Et la recommandation, il est généré automatiquement ou tu le remplis à la main, en fait? Il est rempli à la main. En fait, c'est très très dur de faire un audit d'accessibilité. Ouais.
Parce qu'il faut aller voir dans le code, aller voir où c'est, il faut le tester en cas, il faut ouvrir la pop-in, la fermer, le machin, mode connecté, mode déconnecté, etc. Donc moi je le fais pas très bien par exemple, mais c'est hyper fatigant. La question c'était non, ça se remplit, enfin il faut le remplir soi-même. Ouais, donc moi le format est un petit peu plus compliqué que si on le remplit dans une feuille Word. Par contre, après l'exploitation du truc simplifie vachement. Alors souvent un des recommandations va prendre 3-4 jours. Par contre, on a pour un an et demi avant que ce soit corrigé et du coup pendant un an et demi tu suis le projet et tu es là avec tes recommandations. Bon alors recommandation suivante. À moins qu'il y ait vraiment une grosse dynamique sur le site, généralement, une fois que tu as fait ta recommandation, c'est là tu peux faire ta recommandation sur un autre site. Quoi. Voilà. Et du coup, j'ai une dernière question qui découle un peu de celle-là. Est-ce que tu as pensé à créer une interface qui permettrait de faire une sorte de checklist en fait des critères RGA et plutôt que de se cogner le YAML à la main et de passer des jours dessus, d'avoir déjà des critères que tu peux cocher ou annoter, commenter pour générer ton YAML et ton CSV plus rapidement. Le CSV, tu remplis des cases, donc tu as déjà la liste des critères, tu as juste à les remplir. Ouais, mais tu notes tout à la main, conforme, pas conforme. Ouais, il y a des outils qui existent de ranger tout, mais ça génère pas forcément mon format à moi, mais il faudrait le modifier pour que ça change. C'est là, tu es obligé en fait de basculer de ton interface, du site que tu es en train d'auditer avec ton fichier. Ouais, tu es obligé d'avoir 3 écrans voilà. En fait. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer on peut imaginer plein de choses. Un plugin, par exemple, que tu viendrais mettre dans le navigateur et qui te permettrait de... Si, il y a des plugins qui existent et... Ouais. De cocher justement... Oui, j'ai imaginé, mais voilà. Manque de temps. Oui, non, mais oui. Je veux bien qu'on me finance pour ça, même si je suis pas moi le meilleur pour développer un plugin navigateur, mais... Non, mais des idées, j'en ai... Je pourrais le mettre dans un Netlify, YAML, Netlify CMS, enfin, j'en ai des idées, après il faut que je les teste, enfin... Mais il y a des trucs à faire à ce niveau-là pour les recommandations, ça c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai fait en YAML, c'est pour qu'il puisse être exploité par une autre interface. Ok. Voilà, on passe là, du coup. Pour les audits, on définit un ensemble de pages à auditer, mais pour qu'un site soit déclaré conforme, il faut bien que l'intégralité du site soit auditée. Non, les pages représentatives. Tu peux pas, c'est un blog avec 2000 articles. Et alors, comment on définit une page représentative ? L'auditeur. Tu peux tricher. Tu enlèves une page qui fait baisser le taux, et puis voilà, tu as ton taux. Il faut... Alors conforme, il faut être 100%, donc tu as intérêt à être sûr de toi aussi quand même. Donc, on peut tricher de cette façon-là. Après que le taux global, l'intérêt c'était d'en faire le plus possible pour diluer la page qu'avait le... On pouvait tricher comme ça. Oui, on sera contre conforme. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas d'entreprise qui vient et qui dit « Ah, vous avez mal fait votre audit. Vous avez déjà bien en faire. De toute façon, si vous le faites et que vous avez amélioration de l'accessibilité, c'est bien. » Mais voilà, enfin ça c'est à la rigueur. Mais c'est déclaré par transparence. Du coup, quelqu'un peut vous dire, peut vous faire un procès ou donner une amende parce que vous n'avez pas fait assez de pages. Mais après, vous dites voilà, je commence. Ce qui compte, c'est d'être transparent sur les actions, le schéma pluriannuel, ce que vous faites en interne. Et à ce moment-là, vu le niveau d'accessibilité qu'on a, pour l'instant, on n'en est pas à se faire embêter parce qu'on a fait que 3 pages. Mais en théorie, un jour, si le site potentiellement devrait en auditer 15 et que vous en faites que 3, on va vous dire non. Vous me rajoutez les autres. Il en existe 4%. Servicepublic.fr, il y avait Place de l'Emploi, parce que ça a été refait l'année dernière, il y a 3-4 sites, c'est très peu. Après, il y a des sites conformes avec une page. Hein. Ouais, après, quand tu n'as rien dans la page, ça va. Après, quand tu as une démarche en ligne avec des formulaires... Voilà. Mais des fois, il y a des sites qui ont des bons scores, parce que c'est des vieux sites qui n'ont pas été refaits depuis 10 ans en Java, et du coup, ils ont repris un template bon, et ça c'est bon, les liens, il y en a. Alors que quand tu es en React, des fois, non, c'est un bouton. Et en fait, en React ou dans des frameworks, il faut recréer en fait ce que fait le navigateur, pour faire les retours, les machins, et en fait, c'est pas refait, et du coup, rien qui passe. Enfin bref, ça c'est des sujets de détail, il faudrait en parler. Là. Oui, toi. Quand tu dis 4%,
crois que c'est les 4% des top 250. Vas-y. On pose la question. Quand tu dis 4%, c'est que les sites de l'administration ou c'est les sites Internet de manière générale? Je crois que c'est les sites. Alors, on va refaire, parce qu'on m'a posé la question 2 fois aujourd'hui. En fait, l'Europe impose des trucs. Elle impose à chaque pays d'augmenter leur taux de conformité. Chaque pays a un peu des trucs un peu à soi. La France, elle, a le RGA. Le Luxembourg l'a un peu aussi. Ils ont même fait un référentiel pour les applications. L'Europe demande des rapports. La France, il y a 2 pays qui ne l'ont pas rempli. Un des 2 pays s'appelle la France. À l'Europe, donc les taux d'accessibilité de la France sont pas bons. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas rempli le rapport. Ce qui fait que nous, on est très mauvais en France, officiellement, on va dire. On n'est pas très mauvais en accessibilité, mais en taux de conformité. Donc, on a fait un top 250 en se disant, on va faire les sites les plus visités, top prioritaires, et on va essayer d'améliorer. Je crois que les 4%, ça concerne ce top 250. Et voilà, aujourd'hui... Enfin, il faut s'en rendre compte, en fait. L'accessibilité, c'est un vrai problème. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. On refait les choses on dépense de l'argent qui est votre impôt à vous pour payer des boîtes, pour refaire des trucs qui auraient dû être faits dès le début, qu'on déclarait qu'elles savent faire l'accessibilité, alors qu'elles ne savent pas en faire. Donc, imaginez ce que ça peut donner avec de l'éco-conception. Si vous avez des bonnes boîtes, c'est pas à vous qu'on fait appel, c'est peut-être à d'autres boîtes aussi. Donc, si les politiques d'achat changeaient, l'État ferait peut-être appel aussi à des bonnes boîtes. Et ça, c'est vraiment de l'argent de l'État qui est gaspillé. Derrière, en fait, on a de la numérisation pour des services qui deviennent inefficients. On met des gens de côté, des gens qui deviennent réfractaires à l'État et qui, au bout d'un moment donné, votent contre l'État en disant l'État, ce n'est que... il n'y a rien qui marche, quoi. On a des gens dans des villages où il y a des personnes âgées, voilà, l'État, pour eux, ils les abandonnent. C'est-à-dire que l'administration part, la poste part, on leur dit vous allez avoir un outil numérique, et ils n'y arrivent pas. Donc c'est un enjeu extrêmement, extrêmement important, sachant qu'un jour, on risque tous plus ou moins d'y arriver avec la vieillesse dans ces situations de handicap, et que si les sites ne marchent pas et qu'on ne peut pas déclarer nos vacances, par exemple, 3 heures pour déclarer des vacances et être obligé d'envoyer un mail en se disant, et je parle vraiment pour le nunuche du ministère, je l'ai fait, ça ne marchait pas, il m'avait mal déclaré dans l'appli, c'est chiant, à un moment donné, donc voilà, donc l'accessibilité, c'est pas juste... se dire, voilà, il manque un truc sur un critère. En fait, c'est vraiment de l'efficience au quotidien de tout le monde. Et pour nous donner le temps, moi j'ai fait cet outil pour donner le temps aux gens de faire des choses, et c'est censé nous donner du temps pour faire autre chose et s'occuper des choses vraiment qu'on pense être plus importantes dans la vie, quoi. Donc pour moi, c'est un sujet hyper important. Ah, il y avait nos signaux. C'est noir. Une question, si tu devais mettre en priorité des équipes à former... Si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est pas forcément les développeurs, c'est peut-être plus les équipes produits et les décideurs en premier? Ouais, alors là, c'est un article que j'ai publié, mais que j'ai piqué en Angleterre. Et c'est Craig Abbott qui a écrit un article après avoir travaillé sur la même chose en 10 fois mieux que moi, avec un contexte et tout, etc. en Angleterre, qui dit, grosso modo, un problème de la conformité, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle de la compliance en anglais, de la conformité, donc on va dire conformité. Donc il y a des administrations, ils disent, voilà, il faut augmenter le taux de conformité, et puis si on leur dit 70 ça va, c'est bon, on arrête. Sauf qu'à faire tout ça, vous vous rendez bien compte que quand on fait que des métriques, on ne s'intéresse pas à la culture. Et il dit pour améliorer l'accessibilité, c'est compliance, culture, formation, plus ou moins. C'est 3 choses différentes. Et en fonction des périodes, en fonction des équipes, en fait, il faut dire, là, ce sera compliance, là, ce sera culture. Là, ce sera compliance et formation. Et donc, à des moments par trimestre, par exemple, sur des actions, comme les recommandations, j'aurais bien aimé l'intégrer dedans ou dans le plan d'action. Parce que moi, je génère aussi le plan d'action et mettre ça à l'intérieur en disant c'est culture, c'est ça, etc. Et du coup, au cas par cas. Et dernière chose, aux États-Unis, ils ont fait un système une sorte de wiki en disant, par métier, quelles choses ils doivent savoir en accessibilité. En disant pas tout le monde se forme au sens des critères, ils disent toi, tu dois vérifier en tant que t'es designer. Tu dois vérifier ça. Enfin, tu dois connaître ça en accessibilité. Toi, tu es un peu développeur. Mais bon, voilà, grosso modo, il faudrait que tout le monde discute en fait de ce qu'on fait au niveau du besoin, qu'on se rend bien compte en éco-conception ou en accessibilité. Il faudrait que tout le monde soit à la base avec les utilisateurs en train de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on crée comme démarche? Pour qui? Pourquoi? Si on ne se pose pas la question, on se retrouve avec 30% des personnes, des gens qui codent des trucs qui ne savent pas pourquoi, bref, quoi, le truc, et des systèmes un peu inefficients, quoi. Donc on perd de l'argent, on fait de la pollution numérique, les gens sont insatisfaits, et puis on se retrouve avec une masse de code à refondre ou à jeter, quoi. Voilà, après vous faites votre idée. Je vous ai présenté une expérience, un retour d'expérience.
et un outil. Vous pouvez utiliser ou promouvoir. Je vous remercie, je crois. Merci d'être resté patient.